pour être allé au Salvador et avoir discuté avec beaucoup de locaux, avec aussi des bitcoiners, etc. Moi, j'ai beaucoup apprécié forcément le travail qu'il fait ce Nayib Bukele. On peut pas lui enlever. En revanche, le Salvador a une stabilité qui est, en termes de stabilité dans le temps, qui est relativement courte. Ça, c'est très très important pour moi. Au même titre que j'irai pas mettre tous mes œufs, même pour l'instant aucun, en Argentine. Il a beau faire beaucoup de marketing, montrer la tronçonneuse, dire afuera, 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 ok, afuera, pero pour le moment, no funciona. Pour le moment, ça fonctionne pas. Je sais pas ce que ça va donner. Les millionnaires, ils vont pas au Salvador. Les millionnaires, ils vont au Costa Rica. Parce que dans le temps, il y a une prospérité qui est incroyable. Quand on s'expatrie, qu'on veut le droit de la propriété et qu'on mise sur le long terme, il est important d'aller dans un pays stable. Moi, je suis un jeune bitcoiner, donc je stack comme les jeunes bitcoiners. Et j'ai dépensé quelques fois pour montrer à des copains qu'ici, on peut payer en bitcoin. Ici, grâce à Bull Bitcoin, l'adoption, elle est bien meilleure qu'au Salvador. Ça, il faut le savoir aussi. Jack Dorsey, il vit à côté de chez moi. Ouais. Il y a une liberté d'expression qui est incroyable. Quand on dit qu'il y a une liberté d'expression en France, j'ai envie de rire. Non, les armes, c'est pas dangereux. Ce sont les hommes qui sont dangereux. Moi, je peux vous le dire avec mon passé, ce sont les hommes qui sont dangereux. Si vous voulez vivre dans un pays où les gangsters ont des bazookas et des kalachnikovs et que vous ne pouvez pas vous défendre, ben c'est votre choix. T'as parlé d'enfants, donc moi je pense tout de suite à l'éducation des enfants. Ici, il y a quelque chose qui est super intéressant, c'est que mon enfant, par exemple, il voit des animaux tous les jours. On voit qu'il a un éveil qui est incroyable, qu'il voit sans arrêt des plantes, des animaux, on lui fait lire des livres, on dessine, on fait de la peinture, on fait des activités dans le jardin. Et aujourd'hui, je suis vraiment en paix avec ça et j'ai pas fait le deuil de la France, mais quasiment. La France doit se reconstruire à l'étranger et ce sera des points, comme je dirais, des points de sauvegarde, pour sauvegarder notre identité, sauvegarder nos valeurs, nos qualités, et pouvoir se reconnecter un jour peut-être, si c'est possible. Bougez-vous et faites en sorte de tendre vers la lumière, vraiment, parce que on n'a qu'une vie et le temps passe très vite. Ah bah, salut Ben, Bonjour Eric, j'espère que tu vas bien. très bien et toi? Super bien, en forme, Ouais. il fait beau, il y a eu un peu de pluie cette nuit, c'est la saison des pluies, tout va bien. Ah oui, saison des pluies, donc ouais, donc pour ceux qui ne savent pas, tu es au Costa Rica. Donc là, en plein mois d'octobre, donc là, c'est la saison des pluies chez toi là. Ouais, tout à fait, encore quelques semaines avant d'arriver sur la saison haute et la saison sèche. Donc, D'accord. Donc ouais, le climat est plutôt sympa? ouais, il est sympa toute l'année, on a une température agréable toute l'année. En réalité, ça dépend vraiment des zones, parce que le Costa Rica, c'est de 0 à peu près à 3800 mètres, si je dis pas de bêtises, le sommet Ah, le plus haut. d'accord. Cerro Chirripó, je crois qu'il est à peu près à 3800 mètres. J'ai jamais eu l'occasion de le monter, pas encore. Mais voilà, en fait, et puis il y a deux océans, donc il y a beaucoup de microclimats. C'est là où je voulais en venir. Donc Ok. en fait, tout le monde peut y trouver plus ou moins son compte. Si on n'aime pas trop la chaleur, on peut aller dans la vallée centrale, par exemple. Mais nous, on est sur les plages, parce qu'on aime, pour nous, c'est vraiment important d'avoir la mer, Mhm. de pouvoir aller se ressourcer en bonne onde dans l'océan Pacifique. C'est toujours agréable. Bah, tu m'étonnes. Ouais. Donc ouais, donc d'un point de vue climat, c'est plutôt quoi? Humide, là où t'es? Ouais, ouais, en fait, Humide, à chaud. la saison des pluies, c'est humide et chaud. Et à la Ouais. saison sèche, c'est chaud et sec. Mais sur l'année, on a des températures qui oscillent au plus froid la nuit, je dirais 20 degrés, Ouais. 22 degrés. Et puis au plus chaud l'été, au soleil, 35 degrés. D'accord, ok, ouais. Donc le climat bon, quoi. Peut-être un peu trop chaud Ouais, par moment, quoi, mais sinon ouais, ça. pour la saison chaude, disons Ouais. que ça peut être chaud pour certaines personnes. Mais après, le corps humain, bon, ça, c'est mon expérience passée qui me l'a appris. Le corps humain s'adapte bien à beaucoup de situations difficiles, que ce soit le froid ou le chaud. Euh, Il y a une plage d'adaptation qui est possible. Ouais, tu m'étonnes. Donc justement, on va parler un peu de ça, de toi, de ton parcours, d'où tu viens. Parce que quand tu parles de ton corps humain, enfin de ton corps qui peut s'adapter à différentes situations, je pense que tu fais référence à ton entraînement dans la gendarmerie nationale et à l'antenne du GIGN, quoi. Donc ouais, parle-nous de Exactement, tout ça. exactement. Alors, Ouais. ben, tu veux que je commence par quoi, du coup, Vas-y, bah juste présente-nous ton parcours, d'où tu Ok. viens et comment en fait, comment t'en es venu à faire cette transition bah, on va dire du citoyen français qui s'est engagé dans la gendarmerie, qui a fait une belle carrière dans une unité d'intervention, puis ensuite qui a quitté l'institution pour ensuite s'expatrier, quoi.
D'accord, ok, très bien. Bon, je vais commencer rapidement par mon entrée dans la vie professionnelle. Je ne suis pas commencé directement comme fonctionnaire. Je pense que c'est important de le noter et c'est pour ça que j'ai réussi à franchir le cap aujourd'hui. Donc, j'ai commencé à travailler très jeune dans le bâtiment avec mon père. J'ai commencé par un BEP électrotech. Ensuite, j'ai fait un CAP maçonnerie donc avec mon papa. Puis un bac pro bâtiment. Et donc, tout ça en alternance. Et la crise de subprime qui est arrivée. Et donc là, c'était compliqué pour toute l'économie, pour l'économie, pour la construction et puis tout ce qui est aussi autour de la construction. Et puis, tu sais mieux que moi que quand la construction va mal, finalement, il y a tout qui va mal parce que l'immobilier va mal, les marchands de matériaux vont mal, l'industrie va mal, les restaurateurs vont mal. C'est une boucle infernale. Et donc ensuite, ben, j'ai décidé de franchir le cap. Je me suis un peu plus renseigné sur un rêve que j'avais de rentrer dans la gendarmerie. Donc, je suis rentré dans la gendarmerie. J'ai vu un peu de pays, je me suis occupé de servir la population. Ça, c'est quelque chose qui me tenait vraiment à cœur. Et puis, au bout d'un moment, bah, j'ai commencé à apprendre des choses, à être moniteur secouriste, etc., à m'intéresser un peu de plus en plus à l'intervention. Et ensuite, j'ai passé les tests pour aller en antenne GIGN à La Réunion, en antenne GIGN, et j'ai été à La Réunion. Et lors de ce stage, c'est pour ça que je faisais l'aparté sur l'adaptation du corps. On passe plusieurs semaines avec des conditions difficiles. En tout cas, la première semaine qui était extrêmement intense. C'est-à-dire que sur la première semaine, par exemple, on a marché et couru, je dirais peut-être 200 ou 300 km sans dormir quasiment, ou en dormant très très peu, des micro-siestes. J'ai Hmm. totalisé à peu près sur 5 ou 6 jours, 2 ou 3 heures de sommeil maximum, tout en faisant des combats de boxe assez intenses avec des gars très, très bons boxeurs, hein. Moi, je sais me battre, mais je suis pas un grand combattant. Il y a des spécialistes chez nous, on va dire, en tout cas là où j'étais. Et, voilà, des séances de tir, parcours d'obstacles, des exercices au milieu du gaz pour trouver des indices, etc. Comme on voit dans les émissions de ce qui se fait au GIGN à la maison mère, sensiblement la même chose. C'est juste que c'est un peu plus condensé dans le temps parce on n'a pas 9 mois de formation. Il faut nous envoyer plus rapidement en outre-mer et puis un turnover en fait qui se fait en outre-mer. On reste en général que 3 4 ans sur place, voire 5 6 ans quand les gens sont un peu pistonnés, je dirais. Et t'en retires quoi justement de ce métier de gendarme où tu es au service de la population? En plus, c'est un service qui est très particulier parce que toi, contrairement à d'autres corps de fonctionnaires, quand tu es militaire dans la gendarmerie ou dans l'armée, toi, tu travailles dans une des fonctions régaliennes de l'État. Donc un peu justement ce cœur de mission très importante que doit assurer l'État pour la société, donc le maintien de l'ordre et de la sécurité intérieure. Et comment est-ce que toi, tu as vu, qu'est-ce que tu en as retiré toi personnellement de se dire, bah voilà, je mets potentiellement ma sécurité, ma vie dans la balance pour, en contrepartie, rendre service à la population, la protéger, et voilà. Alors, qu'est-ce que je peux te dire? Je peux te dire que j'étais très très impliqué dans mes missions. De toute façon, je suis quelqu'un pour ceux qui me connaissent, je suis quelqu'un de très passionné. Donc, quand j'entreprends quelque chose, je fais tout pour que la mission soit menée à bien. Je dis ça parce que pour comprendre un peu le profil, pour que les auditeurs puissent comprendre le profil par la suite et le changement, j'ai fini 2 fois major de promotion. Comme je le dis souvent, c'est pas pour me la raconter, c'est pour comprendre à quel point j'étais dans la matrice. Parce que du coup, ça veut dire que j'étais le profil, l'archétype parfait du soldat qui réfléchit, parce que dans la gendarmerie, on nous demande de réfléchir beaucoup, hein, qui réfléchit, qui s'adapte rapidement à une situation, qui a emmagasiné beaucoup de connaissances, qui est capable de prendre des décisions importantes à un moment ou à un autre. Et en fait, au fur et à mesure du temps, j'ai beaucoup observé. Par exemple, j'ai une anecdote, tu vois, quand tu étais en gendarmerie mobile, quand j'étais en gendarmerie mobile, donc c'est le début de ma carrière. Enfin, j'ai commencé comme gendarme adjoint en Corse, donc c'était une expérience très enrichissante pour avoir plutôt faire du contact au service de la population, de la police de proximité, etc. Ça se faisait encore à cette époque-là. Surtout là où on était en Corse, on faisait pas, tu vois, je te fais une autre parenthèse intéressante, on n'était pas en train de matraquer les gens après l'ère Sarkozy avec les radars, les ceintures, etc., etc. En Corse, tu peux pas faire ça, sinon ça va très mal se passer. La brigade elle risque de prendre une rafale, de prendre une explo. Donc on travaillait, et moi j'étais à la brigade de Saris Enzara, c'était une brigade familiale, et ça m'a donné, ça m'a apporté beaucoup. Pour répondre à ta question, ça c'est vraiment un chapitre qui m'a apporté beaucoup, parce que autant en école on t'apprend à verbaliser, à faire un peu de prévention, etc. Mais là on m'a appris à, tu respires, tu observes, Mhm. tu fais du renseignement,
tu discutes avec les gens, tu es agréable, on est là pour les servir. Voilà, c'est ça la mission première. On est là pour servir le peuple. Voilà. Et ça m'a vraiment fait grandir parce que j'étais relativement jeune, j'avais 23 ans quand je suis rentré dans cette unité. Donc là, j'ai vraiment pris du recul parce que j'étais avec des sages, on va dire. Mhm. On était 4 plus 2. Alors, au théorique, on était 5 plus 2, mais il manquait un effectif de sous-officiers. On était 4 plus 2. Donc, 4 sous-officiers, 2 gendarmes adjoints. Donc, c'était très enrichissant par rapport au contact avec la population. Ça, j'ai vraiment apprécié cette partie-là, mais je suis resté que 1 an et 2 mois, et après, je suis rentré en école sous-officier. Donc, après, je suis rentré en école sous-officier, et en école sous-officier, quand j'étais en gendarmerie mobile, donc là, par contre, tu es dans une masse. C'est-à-dire qu'en gendarmerie mobile, je ne sais plus aujourd'hui combien ils sont les effectifs dans un escadron, mais tu es une centaine d'individus. Et donc là, en Ouais. fait, en gros, quand tu arrives, bah, tu dois fermer ta gueule. Et déjà, ça, pour moi, c'était très difficile. C'était vraiment très difficile parce que, par exemple, je te donne une anecdote. Et c'est le cas, c'est pas qu'un mythe, c'est vraiment le cas. Beaucoup de gendarmes mobiles ont vécu ça. Par exemple, tu vas garder un bâtiment public, d'accord? L'édifice public, ça peut être le Sénat, l'Assemblée, peu importe, je ne sais pas aujourd'hui quel bâtiment ils gardent, mais on va te donner pour mission de garder une porte. Ok. Et toi, parce que tu as tendu ton oreille ou tu as ouvert les yeux, tu sais que tu as vu que cette porte, elle est murée. Il y a un mur en béton derrière. Et donc, tu dis à ton chef, mais pourquoi on garde cette porte? Il y a un mur derrière. Et ton chef, en gros, il va te dire, ferme ta gueule, tu gardes la porte. Et ça, c'est là déjà, tu vois, c'est déjà une des anecdotes, il y en a des dizaines, qui a allumé la lumière. J'ai dit, mais putain, mais c'est quoi ce bordel? On est là à être payé pour garder une porte alors qu'on pourrait protéger la veuve et l'orphelin. Mhm. Tu vois l'idée? Ouais, bien Et là, sûr. en fait, c'est des petites anecdotes, petit à petit, des expériences qui font que tu grandis, comme dans chaque métier, hein, et que tu apprends. Et puis après, bah, j'ai eu envie de franchir le cap parce que j'en avais marre d'être dans la masse. C'était très difficile de faire la différence dans la masse en étant loyal et juste envers tes camarades. C'était les suce-baloches, clairement. J'avais beau avoir fini 2 formages en promo, vu que j'avais une grande gueule, que je disais ce que je pense, tout simplement. Pas forcément une grande gueule, mais que je disais ce que je pense, même en y mettant la forme. Ça ne plaisait pas. Et du coup, en fait, je pouvais voir des gens qui étaient relativement médiocres dans beaucoup de domaines, mais qui se plaçaient. Et c'est ce que j'ai pu voir après dans d'autres sphères, dans d'autres étages. Et tu le Ouais. sais aussi bien que moi, toi qui t'intéresse à beaucoup de choses, qui est très cultivé, etc. Tu as pu voir que dans le monde, ça se passe comme ça. En France, mais pas seulement en France, dans le monde, ça se passe comme ça. Ouais. Et donc après, j'ai fait les tests de sélection que j'ai réussi. C'était difficile, très enrichissant parce que en termes d'expérience professionnelle, même si il y a une grosse partie bobinage, il y a une grosse partie analyse, une grosse partie gestion de crise, où tu dois vraiment t'adapter. Il y a vraiment quelque chose qui est très intéressant, très enrichissant et qui aujourd'hui, je suis convaincu que ça me sert pour tout ce que j'entreprends. Pas seulement quand je propose à mes clients de faire des audits de sécurité, parce que j'ai un background haut niveau en sécurité, vraiment parce que dans l'analyse, le côté militaire, et ça c'est dommage quelque part je pense, je ne suis pas forcément un pro du service militaire pour tout le monde, mais je pense que c'est dommage d'avoir un peu cassé cette cohésion nationale. Voilà, je ne sais pas ce que toi t'en penses là-dessus, c'est une question que je te relance, parce que c'est intéressant comme sujet. Je pense que ça peut créer des liens en fait au sein de la population. Par rapport à la cohésion, quand tu parles de cohésion nationale, c'est par rapport au service militaire, ce genre de choses, non? Alors le fait que l'État, bon, on est clair là-dessus, je pense qu'on est d'accord, l'État français ne fait plus nation. Et aussi le fait que peut-être que le service militaire permettait de mélanger Ah ouais, différents niveaux de la population, apprendre à tout à accepter un fait. petit peu son frère, en fait, on va dire son frère ou son voisin, plutôt que d'être dans des castes. Parce que pour moi, finalement, en France, je pense qu'il y a encore des castes. Mmh. Et Bien sûr, ouais. Bah, c'est vrai que le service militaire, il avait cet avantage, en effet, c'était de brasser les différents types de populations. Donc, c'était en fait tout simplement mettre le fils du paysan avec le fils du boulanger et le fils du charcutier, en fait, des personnes qui, ou même le fils du médecin, mettons, en fait, des personnes totalement. qui, dans la vraie vie, se seraient peut-être croisées dans la rue, mais n'auraient jamais partagé autre chose que le trottoir. Donc là, au moins, il y avait cet intérêt-là, en fait, à brasser les populations, à justement
faire corps, faire nation dans le service entre les hommes. Et il y avait aussi un autre avantage pour l'État, justement, au service militaire, c'était que ça permettait aussi de faire un point sur la population qu'elle avait à disposition, dans le sens, tu le sais très bien, hein, quand tu fais ton service, hein, t'as pas que du test physique, tu as des tests on va dire, psychologiques, tu as des tests de maths, tu as des tests de français et tout. Bien Et sûr. ça te permet en fait d'avoir une assez bonne lisibilité sur la population que tu intègres dans le service, que tu as à disposition, voir un peu le niveau de, ouais, qui est qui, sur quel type d'individu je pourrais plus me reposer que sur d'autres. Donc il y avait ça aussi qui était très important pour l'État. Je te donne juste un exemple, hein. Je sais que quand le service militaire il a été mis en place fin du 19e siècle, ça a permis énormément de choses, des fois des effets un peu invisibles et insoupçonnés. Par exemple, ça a fortement augmenté l'hygiène dans les familles, dans les familles. Parce que quand tu avais le gars du coup qui allait au service militaire, qui allait ensuite, une fois le service quitté, devenir père de famille, et il leur a appris à l'armée que se laver c'est important, se raser la barbe c'est important, se couper les cheveux c'est important. Et après, en fait, c'est un savoir qui était instillé durant le service, qui va ensuite se réparpiller en fait partout dans la nation. Donc tu avais ça qui était quand même intéressant. Et, euh, et, et voilà, l'autre avantage, c'était, ouais, comme tu l'as dit, c'est que ça permettait de souder les mecs entre eux, de gommer un peu les différences sociales, les différences ouais, tout simplement de quel est ton parcours familial, ton parcours professionnel, et essayer de faire une sorte de pot commun avec tout ça, quoi. Avec le bon côté, comme je l'ai dit, par rapport à l'éducation, l'hygiène, etc., mais aussi avec les mauvais côtés que ça pouvait avoir. Donc, tu sais, par exemple, le service militaire, c'était aussi l'une des grandes manières, l'une des grandes façons qu'a eu l'État de gommer justement on va dire, les particularismes locaux, régionaux. Par exemple, tu vois, quand on envoyait un Breton au service militaire, quand on envoyait un Normand, un Corse, etc., il n'avait pas d'autre choix que de parler français pour suivre les ordres, hein, parce que sinon on était un peu dans la merde. Et ça a été de toute façon, le service militaire plus ce qu'on appelait les hussards noirs de la République, donc en fait les instituteurs, ça a été les deux grandes forces de l'expansion républicaine, en fait, à la fin du 19e. Donc, si tu veux, je pense qu'il y a un peu, il y a un peu des deux, en fait. Il y a du bon, parce que ça permettait justement de mélanger les gens, mais il y a eu aussi du mauvais, parce que le service militaire, ça a été un très, très grand effort d'uniformisation de la population. Pour, du coup, Ouais, c'est je pense. intéressant. Ouais, ouais, c'est vrai que c'est intéressant. En effet, là, on a partagé différentes idées, points de vue. Bon, j'avais jamais trop réfléchi de façon aussi large que ce dont tu viens de nous dévoiler, mais c'est vrai que ça se limite pas à l'effort physique et aux tests psychotechniques. En effet, les codes, comme tu dis, qui sont partagés quand un père de famille, avant d'être père de famille, a fait le service militaire, en effet, pour l'hygiène, etc., un peu de rigueur, etc., pour les générations futures, c'est toujours intéressant. Et puis après, mais la contrepartie, comme tu l'as très bien dit, c'est l'uniformisation régionale. Et ça, c'est pas bon, en effet, parce que moi, je sais que je suis pour les cultures et je suis pas pour un brassage des cultures dans tous les sens. Ça, vraiment, je suis contre. Et ça, c'est un point que j'explique quand j'accueille des gens ici. Je leur explique que c'est à nous de nous intégrer et pas l'inverse, et non l'inverse. Il faut observer, il faut s'adapter et c'est pas au tico, au costaricien de le faire. C'est-à-dire que, par exemple, il est pour moi tout à fait normal d'apprendre au minimum un petit peu l'espagnol pour dire bonjour, au revoir, merci, demander une bière au restaurant ou un plat, et puis être poli, montrer un effort et pas faire les mêmes erreurs que celles qu'on reproche à d'autres personnes en France, par exemple. Mm. Ouais, bien sûr, en fait, c'est la vieille maxime à Rome, fait comme les Romains. De toute façon, c'est le minimum, quoi. Quand tu vas chez quelqu'un, tu adoptes ses us et coutumes et c'est du simple respect, quoi. Totalement, C'est totalement d'accord. c'est du simple Totalement respect. d'accord. Et par exemple, toi, là, au Costa Rica, c'était dur le début comme ça, ou ça a été Non, culturellement non, pas. non, du tout. En fait, par rapport à d'autres pays comme les pays asiatiques, il est beaucoup plus facile de s'adapter en Amérique latine parce que c'est latin. Donc, on a des codes qui sont sensiblement les mêmes. Les latins, d'une façon globale, ils peuvent avoir beaucoup de caractère, par exemple. Tu vois, c'est des éléments auxquels j'avais jamais vraiment pensé, hein, parce qu'on en discute, j'y pense. Ils peuvent avoir beaucoup de caractère, mais ils peuvent être aussi assez hypocrites, tu vois. Et ça ressemble un peu aux Français. Alors que, par exemple, les Asiatiques, ils vont être très fermés. Ils sont pas très, comment dire, mince, je vais manger. Expressif. Expressifs, merci. Ils Hmm. sont pas très expressifs.
Et ça va être d'autant plus dur parce qu'ils ne sont pas expressifs de s'intégrer. Ça, c'était un point important. Ce n'était pas le point le plus important pour nous, parce qu'il y a vraiment beaucoup de points. On va pouvoir les aborder Mmh. si tu veux. Il y a vraiment beaucoup de points qui donnent envie de partir, mais non seulement qui donnent envie de partir, mais qui sont vraiment importants dans le choix de la destination. Parce qu'une expatriation, ça coûte beaucoup d'énergie, beaucoup de temps. Et il est important de ne pas se tromper. On peut se tromper, bien sûr. On peut se tromper quand on a 30 ans, quand on est tout seul, quand on est bitcoiner. On peut se tromper sans problème. On peut se tromper Mmh. 3 fois de pays, même, il n'y a aucun souci. Mais quand on vient avec une famille, qu'on approche la quarantaine, voilà, c'est beaucoup plus important d'être bien accompagné et de où, même si on ne veut pas être accompagné, c'est possible. Hein. Nous, on n'a pas été accompagné, ou très peu, si on a été un petit peu accompagné quand même. Mais il faut vraiment avoir un regard. Et ça, c'est des mots que j'emploie et qui me font penser qui font penser à mon passé militaire. C'est d'avoir un regard tactique et un regard à 360 degrés. Au niveau de la 3 dimensions. C'est-à-dire qu'il ne faut pas avoir des œillères. Il ne faut pas dire, OK, je vais au Costa Rica parce que c'est génial, il fait beau. Non, Mmh. il faut que tu regardes plus loin. Il y a peut-être des choses qui vont te déplaire, mais aussi, il y a peut-être beaucoup de choses qui vont te plaire. Je pense par exemple à une annonce que le Costa Rica, enfin une annonce, à une chose que le Costa Rica récemment n'a pas faite, c'est la signature de l'accord sur les pandémies avec l'OMS. Ça, par exemple, Mmh. les gens ne se rendent pas compte, mais c'est incroyable en fait. Ça montre une certaine souveraineté de l'État. Même si je suis comme toi, je te suis un petit peu en diagonale parce que j'ai pas toujours le temps, mais je te suis, je pense que on a à peu près les mêmes idées. Moi, je me considère comme quelqu'un d'assez libertarien qui est pour laisser un peu de pouvoir à l'État sur la sécurité et la justice. Voilà. Mais par contre, je voulais le dire tout à l'heure, je ne fais confiance à aucun État et je ne ferai confiance jamais à aucun État. Avec ce que j'ai vu, ce que j'ai compris, le, le formatage intellectuel qu'on peut avoir à l'école, quel que soit le pays, hein, c'est pas que la France, je ne fais pas confiance aux États. Je fais plus confiance aux individus qu'aux États. OK. Ouais, Donc, très bon réflexe, hein. Ça, en général, ça aide bien dans la vie, dans l'histoire, de se faire confiance avant tout à soi-même et en effet à ton cercle proche ou aux autres individus plutôt qu'à une entité un peu informe, abstraite, qui n'a pas de tête. C'est juste un collectif qui, voilà, qui n'a pas son intérêt à lui, c'est pas le tien. Ça, c'est clair. On pourrait même dire que les intérêts d'un collectif comme l'État sont même antinomiques, totalement contraires à celui de l'individu, parce que ce que l'individu veut pour sa vie, c'est pas forcément dans l'intérêt de l'État, quoi. Donc ça, c'est important, c'est clair. Et il y a une chose, moi, alors si on parle justement d'expatriation, euh, alors moi, je suis pas expatrié, moi je suis toujours en France, mais par exemple, j'ai l'impression moi qu'il y a plusieurs critères en fait qui rentrent dans la balance. Donc ça, là, tu parlais des habitants du Costa Rica, des Latinos en fait, hein, en disant que oui, ils sont plutôt comme ça et comme ça. Et c'est vrai que alors ça, c'est une chose. Alors moi, même si je suis pas expatrié, quand j'étais plus jeune, j'ai vécu aux États-Unis. Et quand j'étais aux États-Unis, on avait, quand j'étais jeune, hein, j'étais étudiant et on avait beaucoup de sorties, beaucoup de rencontres avec d'autres étudiants d'échange. Et parmi ces étudiants d'échange, bah, il y avait 3 catégories, hein, les Européens, les Asiatiques, hein, et les Sud-Américains. Et chez les Sud-Américains, c'est vrai que je m'étais fait un peu la même réflexion que toi. C'est que, alors, certes, il y a la proximité culturelle parce que catholicisme, culture latine, donc forcément, il y a ça. Mais la proximité culturelle ne fait pas tout parce qu'il y a le caractère, hein, sud-américain que moi j'ai découvert quand j'étais aux États-Unis que par moments j'ai trouvé assez insupportable. Mais ça dépendait aussi du pays d'origine exact, parce des que l'Amérique, c'est très grand. Hein. exactement, parce que C'est ouais, extrêmement grand. parce que toi, moi, j'étais très, très ami avec un Colombien. Les Brésiliens, j'avais beaucoup plus de mal avec eux. Les Mexicains, j'adorais. Je sais pas pourquoi, je me suis toujours bien entendu avec les Mexicains que j'ai rencontrés. Et il y avait un autre groupe sud-américain, c'était les Chiliens et les Argentins. Alors, eux qui sont à part des autres, hein, c'est très, très mentalité très européenne, toi. Mmh. Euh, Beh, je pense que j'ai pas fait d'analyse là-dessus, mais ça peut s'expliquer. Regarde, le Mexique, c'est relativement proche des États-Unis, donc ils ouais, sont obligés de s'adapter. Ils ont forcément des parents, je pense, ou des grands-parents qui ont émigré aux États-Unis, qui ont déjà travaillé aux États-Unis, donc ils sont assez proches des États-Unis. En revanche, quand tu parles du Brésil, le Brésil, c'est vraiment autre chose. C'est une ouais. culture déjà Mm. qui est portugaise, déjà. Enfin, ils ont une langue qui est à la base, enfin, c'est Et quasiment c'est du portugais, ouais, portugais, ouais, ouais, c'est bien sûr. portugais. Et ils sont vraiment, c'est vraiment un pays je pense, qui est vraiment extraordinaire. Bon, je ne voudrais pas du tout y vivre aujourd'hui, ni même il y a 5 ou 10 ans, mais c'est un pays qui est extraordinaire avec beaucoup de culture, etc. Et après, la Colombie, c'est pareil. Ils ont un héritage aussi avec les FARC, avec tout le gros trafic de drogue, même si aujourd'hui on en entend moins parler.
C'est vraiment autre chose. Et je pense que c'est des pays comme la Colombie où il n'y a pas tant de brassage que ça. Le Costa Rica, alors ça peut être un avantage ou un inconvénient. Le Costa Rica, quand on dit que c'est la Suisse, on dit que c'est la Suisse pour plein de raisons. Parce que rien qu'en termes d'habitants au Costa Rica à l'année, je crois que les Costariciens ne représentent que la moitié du pays. Ah ouais, d'accord. Parce qu'il y a genre, en fait, en gros, c'est vraiment des chiffres grossiers, il faudrait les vérifier. Mais sur à peu près 6 millions d'habitants, je crois qu'il y a 2 millions de Nicaraguayens qui vivent ici. Les Nicaraguayens, en fait, ils font les petites mains, principalement, c'est eux qui travaillent dans les bâtiments. C'est un peu le même schéma qu'on a pu connaître en France. Quand moi, je travaillais dans le bâtiment, je pouvais voir que j'étais un des très rares Français de souche à travailler dans le bâtiment. Il y avait déjà énormément de pays du Maghreb, beaucoup de Portugais, encore un tout petit peu d'Espagnol, beaucoup de Turcs qui arrivaient. Et ici, en fait, il y a toutes les petites mains, tous les petits travaux, on va dire, c'est les Nicaraguayens. Et après, il y a énormément d'expatriés. Énormément d'expatriés, principalement depuis le Covid, ça a explosé. C'est pour ça que par rapport à la position du pays, sa neutralité réelle, ça a attiré énormément de gens qui ont notre courant de pensée principalement. Ok, Euh, et je ok, pense ouais. que c'est intéressant ce que tu dis sur l'université, parce que c'est un échange multiculturel qui est très enrichissant. Mais en effet, il ne faut pas mettre tout le monde tous les pays dans le même panier, dans le sens où, c'est pas ce que tu as fait, hein, mais dans le sens où l'Amérique, c'est tellement étendu, il y a tellement, je pense que c'est vraiment un très beau continent. Ouais, Euh, ouais, Quand tu vas totalement, hein. de Ushuaia jusqu'à la frontière mexicaine, chaque pays a sa culture. C'est Ouais, c'est incroyable. ça, c'est hallucinant d'ailleurs la diversité de. Ça se ressent de toute façon dans les individus que tu rencontres, hein. Tu sais que les Brésiliens, ils sont très particuliers, les Colombiens, moi je les ai trouvés très amicaux, tu vois. Après, je connais des personnes qui sont allées aussi en Colombie, qui n'ont pas forcément eu le même retour, toi. Ça dépend vraiment qui te rencontre, hein. Ouais, c'est ça aussi. Les Argentins, beaucoup plus. Les Argentins, c'était très spécial. Enfin, je sais pas trop comment le dire. C'est des personnes qui peuvent être assez exubérantes, hein, mais aussi des fois très calmes. Enfin, c'était très Oui, particulier. je note un peu d'arrogance chez les Argentins, j'ai l'impression parfois. J'ai l'impression. Une grosse fierté, une grosse fierté. Après, je pense que nous, peut-être qu'en tant que Français, quand on vient ici, suivant notre comportement, on peut paraître arrogant aussi. Ah bah Donc, c'est la. Ouais. C'est- c'est très, très particulier. C'est très Ouais, intéressant comme ouais. discussion. Ouais, bien sûr. Mais de toute façon, moi, je suis persuadé d'une chose, hein, c'est que dans les clichés que tu peux avoir des fois sur certaines populations et tout, je suis sûr qu'il y a toujours un fond de vrai. Toi, les clichés se basent sur un truc de vrai. Quand on dit que les Français sont arrogants, alors là, enfin, il y a un moment donné, Bien ça se sûr, vérifie, bien hein. C'est sûr, quand tu vas à bien sûr, l'étranger. bien sûr. Là, récemment, j'étais en Écosse et en Italie. Les touristes qui m'insupportent le plus quand je vais à l'étranger, ce sont des Français, en fait. Parce qu'ils parlent plus fort que les autres. Ils veulent montrer aux autres que, justement, ils sont français. Donc, ils sont assez, voilà. Je trouve ça assez insupportable. Donc, je pense que les gens qui disent que les Français sont assez arrogants quand ils sont à l'étranger, Ça se comprend. ça se comprend. Je suis totalement d'accord avec eux parce que moi-même, je fais la même analyse, quoi. Mais c'est assez intéressant parce que toi, quand tu parles d'expatriation, au tout début du podcast, on parlait un peu le climat. Donc, c'est important aussi le climat parce que Bien voilà, sûr. c'est la qualité de vie. Et on va revenir là-dessus parce que le climat, la géographie, il n'y a pas que ça. Il y a aussi la beauté des paysages, il y a un peu le côté ruralité, ville. En fait, qu'est-ce qu'on peut avoir sur place, hein. Mais donc, déjà, je pense qu'il y a, comme tu l'as dit, donc il y a la population locale qui est importante aussi en termes de culture, parce qu'en effet, toi, par exemple, nous, chez les Bitcoiners, on a aussi quelques-uns des Bitcoiners que je connais qui sont partis en Asie du Sud-Est, hein. Donc, tu sais, le Vietnam, le Laos, Bali, tout ça. Et ça se passe très bien aussi, mais la culture est différente. Bien sûr. Et par contre, ils vont te dire que oui, par contre, il y a des bons côtés qu'on va pas forcément retrouver en Amérique du Sud. C'est que là-bas, c'est ultra safe, hein, c'est ultra propre, hein. Voilà, ils sont tellement calmes qu'ils font pas de vagues, quoi. Donc, il y en a En certains qui vont vrai, préférer ça. en vrai, pour la partie ultra safe, là, on pourrait en débattre avec les gens qui sont là-bas. Ce serait intéressant de voir dans quel pays et quelle région. Parce qu'en réalité, il y a des pays d'Asie qui sont pas safe du tout. Je pense particulièrement, alors je me rappelle pas, je vais peut-être me tromper de pays. Pendant un temps, j'avais un rêve. Alors, j'ai fait le Kilimandjaro, je voulais faire le Mont Blanc, je voulais en gros, je rêvais de faire les 7 plus hauts sommets du monde. C'est quoi? C'est 6 sommets ou 7 sommets? Je me rappelle plus. Les 7 plus hauts sommets ou 6 Bah, plus les hauts 8, sommets sur hein. chaque continent. Ouais, ouais. Sur chaque Ceux, continent. Ah, ils en ceux comptent qui. 8. Ah, alors, attends, c'est ceux qui font plus de 8000 mètres, hein. Ah non, plus de 7, plus de 6 000.
Plus de 6000. Ah d'accord, alors je pourrais pas te dire, Oui, hein. parce que le Kilimandjaro, il est compté dedans et il fait 5900 et quelques. D'accord, OK. Voilà, c'était 6000. Et après, pareil, il y a un débat, ça c'est un débat autre, mais est-ce que le sommet d'Europe, le plus haut sommet d'Europe, c'est le Mont Blanc ou c'est le Mont Elbrus? Je crois que c'est Elbrus. Ah ça bah, aucune idée. Parce que, ouais, non, mais ça, j'en avais discuté avec un ami, en fait. Et pareil, le Mont Blanc, tu sais, quand on se le bat avec les Italiens, je crois, hein, c'est limite, c'est assez C'est vrai que ça frontalier, c'est un débat. Non, pour revenir à ça, du coup, je pensais il y a un sommet, je sais plus, en Asie, je crois que c'est en Papouasie, Nouvelle-Guinée, c'est ça? Il y a un pays qui s'appelle oui, comme ça, non? Papouasie, oui, tout Nouvelle-Guinée. à fait, ouais, ouais. Et il y a des tribus indigènes cannibales. Tu vois, bon, après, tout le monde ne va pas aller dans la forêt, tu vois, mais Mmh. apparemment, c'est un des sommets les plus dangereux par rapport à ça. Et, euh, et l'insécurité, oui, oui, en Amérique latine, on ne peut pas le leurrer. Par rapport au trafic de cocaïne, il y a des homicides. Mais les homicides, c'est quand trafiquant. C'est relativement rare qu'il y ait une personne qui ne touche pas à la drogue qui prenne une balle perdue, quoi. C'est Ouais. relativement rare. Et là, pour le coup, ça, c'est ce qui est intéressant. Moi, je crois pas à un politique salvateur, mais Trump, ce qu'il est en train de faire, il fait vraiment le ménage. J'ai vraiment l'impression, en tout cas, par rapport à sa communication, par rapport à ce que je connais du trafic de stupéfiants, il fait ménage en Amérique latine. J'ai vraiment l'impression qu'il bouscule les lignes, hein, vraiment. Bah, ouais, j'ai envie de dire même le meilleur exemple, plus proche du Costa Rica, c'est le Salvador avec Nayib Bukele. Aussi, tout Oui, à fait, bien sûr, bien sûr, qui bien lui sûr, a fait un très, bien très sûr, gros, boulot en mettant tous les membres de gangs, donc le bien sûr. MS-13 et le Ouais, Dario 18, je crois, en ouais, je tôle. crois que c'est ça. Et là, du coup, c'est devenu le pays de l'hémisphère nord parce que justement, alors ça, c'est un autre truc aussi Ouais, dans ouais, ouais, chez ouais, les tout à fait. latins, Ouais. c'est oui, voilà, donc l'Amérique du Sud, pour certains, c'est au-delà du canal de Panama, que j'ai envie de dire. Mais oui, donc ouais, le Salvador qui est devenu le pays de l'hémisphère nord, pardon, qui est plus safe Mais aujourd'hui, quoi, en là, termes. tout à fait. Là, tu vois, typiquement, pour être allé au Salvador l'an dernier, une quinzaine de jours pour adopting et avoir discuté avec beaucoup de locaux, avec aussi des bitcoiners, etc. Moi, j'ai beaucoup apprécié forcément le travail qu'a fait Nayib Bukele. On peut pas lui enlever. En revanche, il y a des points que les gens ne prennent pas en compte dans leur expatriation, par exemple les bitcoiners. Alors, encore une fois, quand tu es bitcoiner, que tu as une valise et que tu n'as pas de gosse, c'est facile. Moi, par exemple, quand j'accompagne, parce que j'accompagne pas que pour le Costa Rica, je fais du conseil pour aider la personne à choisir sa destination par rapport à son profil. On fait une analyse approfondie, plus ou moins approfondie, suivant ce que souhaite le client et suivant le temps que je passe sur la recherche. Mais pour revenir au Salvador, le Salvador a une stabilité qui est, en termes de stabilité dans le temps, qui est relativement courte. Ça, c'est très, très important pour moi. Au même titre que j'irai pas mettre tous mes œufs, même pour l'instant aucun, en Argentine. Mmh. On a Ouais. beau penser que c'est un président ouais, qui fait des choses bien, alors apparemment, il n'a pas fait tout ce qu'il avait dit dans ses promesses de campagne, comme beaucoup de politiques, on va dire. Il a beau faire beaucoup de marketing, montrer la tronçonneuse, dire afuera, afuera, afuera. Ok, afuera, pero por el momento no funciona. Pour le moment, ça ne fonctionne pas. Je ne sais pas ce que ça va donner. Et encore une fois, pour avoir mon expérience de vie comme on l'a chacun, et aussi avoir travaillé dans le bâtiment, tu vas voir l'analogie, c'est beaucoup plus long de construire un édifice de qualité que de le détruire. Et en fait, eux, ils arrivent au moment où tout a été détruit. Mmh. Tu vois ce que je veux dire? Et Bien Bukele, sûr. il a fait un très beau travail parce qu'il a réussi à faire venir beaucoup de fonds grâce au Bitcoin. Ça, c'est très beau ce qu'il a fait par rapport à ça aussi. Mais il ne fait pas venir autant de capitaux que le Costa Rica. Les millionnaires, ils vont pas au Salvador. Les millionnaires, ils vont au Costa Rica. Parce que dans le temps, il y a une prospérité qui est incroyable. Depuis 1948, où ils ont abrogé, enfin, ils ont fermé l'armée, parce que le Costa Rica n'a plus d'armée depuis 1948. Ça, c'est un point qui, pour la neutralité, pour moi, qui est essentiel. Ils ont fermé l'armée en 1948, ils ont alloué ce budget à la santé et à l'éducation. Donc, pareil, du coup, je bascule sur un autre sujet. L'éducation dans le lieu où tu vas vivre. Oui, le Costa Rica, ça peut être un peu plus cher que le Salvador. C'est pas beaucoup plus cher en réalité aujourd'hui. C'est un peu plus cher. C'est beaucoup plus cher que la Bolivie, par exemple, ou que le Paraguay. Mais quand on s'expatrie, surtout en famille, ou qu'on s'expatrie, qu'on veut être en sécurité, qu'on veut une stabilité économique, qu'on veut monter un business, qu'on veut le droit de la propriété, et qu'on mise sur le long terme, il est important d'aller dans un pays stable. Le Costa Rica, il a deux océans. Pour les échanges, c'est hyper important. C'est comme le Panama. Il a deux océans, ça change Mmh. tout. Ça change tout. La Bolivie, le Paraguay, par exemple, ils ont zéro océan. Pour quelqu'un qui veut s'installer et qui dit, moi, je veux m'installer, je veux trouver le pays où m'installer maintenant
et je ne veux plus rebouger, hypothétiquement, sauf crise particulière, pendant 20 ans, mais viens au Costa Rica. Ne va pas en Bolivie ou au Salvador. Tu n'as aucune... ce bénéfice-risque, en fait, c'est comme dans les investissements. C'est comme ceux qui jouent au casino avec des shitcoins. Ouais, les mecs, ils peuvent faire x100 s'ils ils ont misé sur le bon même. Mais aussi bien, il y a de grandes chances qu'ils perdent, tu vois. Et il y a des analogies avec plein de choses dans la vie. Est-ce que tu veux acheter de l'or ou du bitcoin et pas te prendre la tête et te dire, dans 10 ans, je serai encore bien au Costa Rica? Ou est-ce que tu veux être un peu challenger et aller dans un pays qui n'est pas encore reconstruit? Surtout que les actifs en Argentine, par exemple, ils commencent déjà à s'apprécier très fort. Sur la bourse, j'ai regardé un ETF argentin, j'hallucine quand je vois l'ETF, il a déjà fait x3 ou x4 en 2 ans. Mmh. Tu vois l'analyse un Ouais, petit peu bien sûr. où je l'emmène? Ouais, bien sûr. Mais tu as totalement raison parce qu'en effet, comment dire? La stabilité à long terme, c'est un bon indicateur justement du risque. Et quand tu prends des pays comme le Salvador et l'Argentine, donc le Salvador, donc Nayib Bukele, c'est 2021 où il est arrivé au pouvoir et l'Argentine, donc Javier Milei, c'est fin 2023. On est en fait sur des pays qui ont longtemps été dans la merde, hein, que ce soit le Salvador qui a été gangréné par le trafic de drogue, Une guerre, les ouais, gangs, c'est clairement une ouais, guerre, ouais. voilà, Une guerre voilà, les civile. guerres. Ouais, puis en plus, le Salvador, parce que je sais que j'avais fait un épisode de podcast avec Marius, donc Marius qui est un bitcoiner, Ouais, ouais, on s'est vu qui lui là-bas a... d'ailleurs. On s'est Ah rencontrés d'accord, là-bas. ah d'accord, super, un super gars d'ailleurs, hein, Ouais, Marius, ouais, et très lui, bon gars. je sais pas si tu as vu son documentaire qu'il a réalisé sur le Salvador, mais justement, Si, il et on était revient... passé dans le bunker. On était passé dans le bunker en même temps. Il avait fait une chronique sur le Ah Salvador. yes, mais oui, exact, et d'ailleurs, il était Mais en dans live les. Tout à du fait. Salvador, Mais on est ouais. passé il y a assez longtemps. Je suis passé il y a 10 mois dans le bunker. Oui, c'est ça, ouais, ouais, Maintenant, ils ouais, sont en train de cartonner. Les gros, ils font du bon travail. Donc, ça cartonne. Et je me souviens de l'épisode, ouais. Et justement, dans son documentaire qu'il a réalisé quand il est revenu en France après son voyage au Salvador, Marius, dans la première partie de son documentaire, il retrace l'histoire, on va dire, récente, donc de la fin du 19e jusqu'au début du 21e siècle du pays. Et au final, tu te dis, en fait, ce pays a toujours été un trou à merde, en fait. C'est-à-dire qu'il y a toujours eu des guerres civiles entre les grands propriétaires terriens et on va dire les paysans, le peuple, les fermiers. Après, tu as eu des coups d'État militaires, donc après, c'était l'armée contre le peuple. Après, tu as eu les communistes aussi, donc là, une sorte de junte militaire qui s'est mis en place. Et après, donc le pouvoir s'est quasiment effondré. Puis bah, ce sont les cartels de drogue qui ont pris le dessus, hein, qui ont été, enfin, comment dire, expatriation justement massive des Salvadoriens aux États-Unis, surtout en Californie. Donc là, mise en place de gangs salvadoriens aux États-Unis qui ont été ensuite tout simplement euh, qui ont été ouais, emprisonnés par les autorités américaines et renvoyés chez eux. Et ils ont réimporté en fait au Salvador toute cette insécurité. Et tu te dis en fait que le Salvador, c'est à peu près 100, on dirait, pour être large, 150 ans vraiment d'instabilité pour au final 4 ans de stabilité. Donc en effet, tu as raison de dire que 4 ans sur le long terme, c'est pas beaucoup. Et une des grandes critiques qu'on peut faire sur le Salvador actuel et sur Nayib Bukele, c'est qu'en fait, le Salvador tient grâce au clan Bukele. Donc, Totalement. ça Totalement. tient grâce à Nayib Bukele et son frère ou ses frères, je sais plus. Mais sans ça, en fait, le pays sera presque tenté de revenir en arrière ou pas. Ça, de toute façon, ça, c'est un peu aussi dans l'histoire, si tu veux, les grands hommes comme ça, ils arrivent à faire des grandes choses, mais c'est très souvent éphémère. Tu sais, c'est un peu des comètes qui éclairent très rapidement le ciel, et puis après, ça pouf, Ça ça retombe comme. disparaît. Ouais. Ouais, c'est très... Merci pour ton analyse. Elle est très intéressante. Tu mets des mots sur ce à quoi j'ai pensé d'une autre façon. Parce que pour moi, Bukele, voilà, il fait quelque chose de très bien. Mais encore une fois, en fait, déjà, le Salvador, quand on s'intéresse à l'histoire du Salvador, on voit que le Salvador, alors je dis pas qu'ici, il n'y a pas des très grandes familles qui tiennent le pays, mais c'est partiel. C'est assez disparate. Le pays, en fait, il a été construit, il s'est construit dans le temps et j'ai du mal maintenant avec ce mot de démocratie, hein, mais ce pays est vraiment démocratique. Et en tout cas, c'est ce que j'ai pu trouver de plus démocratique. Même si certains diront oui, la Suisse, ils ont des votations. Oui, mais quand tu as des votations et qu'elles sont très, très orientées pour que tu votes ce qu'on te dit, est-ce que c'est vraiment démocratique? Bon, ça, c'est une autre parenthèse. Euh, le Salvador, apparemment, il faudrait vérifier, mais j'ai vu une vidéo récemment qui comparait le Costa Rica, les points positifs, les points négatifs. Encore une fois, c'est avec les biais cognitifs de l'auteur et sa façon de voir les choses. Mais il comparait le Costa Rica, le Guatemala, l'Honduras et le Salvador. Et Nicaragua également. En fait, en gros, quasiment toute l'Amérique centrale. Et ce qu'on pouvait retenir, c'est que le Salvador était tenu par, il me semble, 3 familles. Et ça, déjà, c'est pas bon, en fait. C'est pas Oui, bon bien parce sûr. que
comme tu dis, si un leader qui tombe ou si demain, je sais pas moi, c'est le concurrent de Bukele qui passe, ils peuvent rechanger absolument le jeu de l'échiquier. Bien Donc, sûr. Ouais, voilà, faut faire, c'est ouais, ça. Et faut faire attention avec ça. Puis même chose pour l'Argentine, hein. L'Argentine, hein, si totalement, tu veux, totalement. ils ont derrière eux, on va dire. Les socialistes, C'est- Ah ouais, non, mais c'était l'un des pays les plus riches par niveau de vie par habitant au début du XXe siècle, hein. Ça, on disait à l'époque, Argentine, c'est pour ça que ouais, Argentine, ouais. C'est pour ouais, ça on qu'il l'appelait disait comme ça. ouais, on disait dans les années 20 que être riche comme un Argentin, tu vois. Alors qu'après, ils se sont tapés 60 ans, 70 ans de socialisme, de péronisme. Et là, depuis seulement 2 ans, du coup, ils ont élu un président, alors, entre guillemets, libertarien, en tout cas libéral, qui essaye de faire des choses. Ah, ça marche chouille en quelque sorte, hein, ça marche partiellement. Et en plus, récemment, il a perdu des élections locales. Ouais, j'ai vu. Voilà, donc tu vois, c'est encore très fragile. Donc en effet, par exemple, mettre toutes ses billes dans l'Argentine, c'est-à-dire, tiens, je vais poser mes bagages là-bas parce qu'il y a 2 ans, il y a un gars qui a été élu, sachant que les Argentins, c'est comme on le disait tout à l'heure, c'est un peuple assez arrogant, ils sont très particuliers, ils sont aussi instables dans le sens où c'est une population qui est très jeune, hein. L'Argentine, hein, l'âge moyen de là-bas, c'est 33 ans. Alors qu'en France, nous, on est à 45, 50 ans, je sais plus, tu Bien vois. Donc, sûr, donc c'est un pays très jeune, et un pays très jeune est forcément plus instable, hein, parce que bien s'ils sûr. ont été capables d'élire un Javier Milei, ils sont capables d'élire la même chose, mais dans l'autre spectre politique, quoi. Il n'y a rien que ça, c'est dangereux. Donc, Totalement d'accord avec toi. Et pour revenir au point qu'il faut regarder lors de l'expatriation, donc là, parenthèse, je travaille avec Auto Bitcoin pour commercialiser un pack pour accompagner les gens avec vraiment une liste de critères incroyables sur laquelle je travaille depuis des mois. Et dans ces critères, par exemple, il faut regarder pour moi l'indice de développement humain, le Global Peace Index. Et en fait, il faut se faire un pot, mettre tout ça dedans, et faire un gros brainstorming et après trouver le ou les deux pays qui pourraient intéresser le plus et après faire une reconnaissance. Il y a vraiment énormément de choses à regarder. Moi, je regarde vraiment tout. La qualité de l'eau potable au robinet parce que les Français ont l'habitude de regarder le prix du panier. Pour moi, déjà, quand tu regardes le prix du panier de l'alimentation, c'est un truc, je suis désolé, c'est pas condescendant de le dire, mais c'est un truc de pauvre. Parce qu'en fait, tu as un mindset où tu regardes que ce que, comme le disait Bastia, il y a ce que tu vois et ce que tu ne vois pas. Ce que tu vois, c'est le prix de ton panier de course. Mais ce que tu vois pas, c'est par exemple que tu es bitcoiner ou tu es nomade digital et tu payes 0% de taxes. Donc, ouais. je préfère payer un panier 30% plus cher et quand même manger de la top qualité, tu vois, ou même le double, et je mange de la top qualité, mais je paye zéro impôt. Je suis dans un pays libre, je suis dans un pays où je peux avoir le port d'armes, je suis dans un pays où il n'y a pas de radar, on va pas m'emmerder, je suis dans un pays où tout est possible, en fait. Parce qu'ici, tu crées une entreprise en une semaine, tu vois. En France, c'est combien pour créer une entreprise? L'auto-entreprise que j'avais créée à l'époque avec l'INPI, j'ai galéré comme tellement de Français qui veulent se lancer dans l'entrepreneuriat. Et donc, il faut vraiment tout regarder. Donc, je disais qu'il faut regarder par exemple l'eau, parce que l'eau, tu vois, si tu vas au Mexique, par exemple, ton panier moyen va être moins cher. Mais tu vas acheter de l'eau déminéralisée, de l'eau pour faire à repasser, Coca-Cola, la marque Hmm. Cristal. Tu vois, il n'y a pas de Ouais, minéraux dedans. Là, tu vas ouais, être en mauvaise santé parce que tu vas boire une eau de mauvaise qualité. Et l'eau, elle coûte extrêmement cher. C'est genre 1 $ la bouteille, tu vois. ouais. Donc, Mais je crois même qu'au Mexique, l'eau est plus chère que le Coca-Cola, si je dis pas de conneries. exactement, ce Il y n'est a, pas il y a qu'une un truc. légende. C'est vrai, c'est vrai. Non, c'est vrai. Ouais. Putain, C'est mais vrai, c'est fou, ça. c'est machiavélique. Clairement, c'est machiavélique. Et en fait, c'est l'industrie du coca qui fait ça parce que, bah, vu qu'on sait que le sucre, c'est la plus grosse drogue dure, hein, c'est Hmm. plus addict que la cocaïne, d'après certains. J'ai jamais touché la cocaïne. Du coup, bah, au lieu de boire de l'eau, tu bois du coca. Du coup, tu en bois plus. Donc, voilà. Et c'est toute une industrie. Après, on peut partir sur des travers qui m'intéressent beaucoup, mais tu pars sur une autre industrie. Tu pars sur Big Pharma. Tu pars sur la Fiat Mouf, tu pars sur plein de choses. Ouais, c'est ça, ouais. Et tout est entremêlé, en fait. Je veux Bien dire, sûr. la bête, elle a des tentacules incroyables. Et une façon, pour moi, pareil, de s'émanciper, d'être dans un pays où tu vis, où tu t'émancipes, c'est de pouvoir aussi avoir accès à des fruits et légumes, à des commerçants qui font des produits frais, de qualité. Aujourd'hui, tu vois, c'est le marché. Dans 1 heure, je vais aller chercher pour mon enfant du lait de chèvre non pasteurisé. Du lait de chèvre non pasteurisé. Donc oui, je vais peut-être payer 1,2 litres, 10 $, mais il va boire du lait de chèvre non pasteurisé. Il va pas boire du lait de vache aux hormones Hmm. pasteurisé. Tu vois? Hmm. Ouais, bien On va sûr. manger du fromage frais de chèvre. On va manger des fruits et légumes organiques. Et pour le coup, les fruits et légumes, on les paye pas plus cher qu'au super. Parce qu'il faut pas aller au supermarché.
Tu vois, les gens, c'est pareil, ils ont leur schéma, ils viennent en vacances, et ça, c'est à chaque fois, ça me fait plus hérisser le poil parce que maintenant, j'ai compris qu'il y avait des gens qui avaient encore des œillères. Mais quand tu vas en vacances, par exemple, toi, quand tu vas en vacances, si tu as envie de te faire plaisir, tu vas aller en vacances dans des coins, dans quel type de coin? Moi, en vacances, moi, c'est surtout bord de la mer, j'aime bien. Ouais, Voilà, au ok. plus petit village, en fait, hein, ce genre de choses, quoi. Tocard, ce que Ah, j'allais d'accord. dire. Mais après, Non, alors, mais c'est pas grave, c'est pas grave. Attends. Vas-y. non, mais après, sinon, toi, là, mes dernières vacances à l'étranger, j'étais vraiment en mode ville, hein. C'est quand j'étais en Italie, j'ai fait Florence, j'ai fait Rome, etc. Et j'aime beaucoup aussi. Donc, pas de Ok. souci. Non, mais l'Italie, très belle culture, quand même une bonne gastronomie. Mais non, par exemple, bah, tout simplement, si tu aimes aller près de la mer, quand tu vas près de la mer en été en France, c'est forcément plus cher que si tu vas manger au restaurant Corrèze. Oui, d'accord. Oui, oui, ok. Ouais. Et en fait, si tu veux, l'idée, c'est que les gens, ils viennent au Costa Rica et ils viennent en vacances, ils vont genre, par exemple, à Santa Teresa, tu vois. Moi, je suis à 25 minutes de Santa Teresa. Tout de suite, les loyers, tout est beaucoup moins cher. Donc, ils prennent une douille parce qu'en fait, ils veulent aller à Saint-Tropez pendant 15 jours en vacances. C'est l'équivalent de Saint-Tropez. Donc, ils viennent là, ils voient que tout est cher. C'est la période la plus chère où tout est le plus cher. Les locations de voitures, tout, même la nourriture, c'est un peu plus cher quand c'est la saison haute, comme partout. Mm. Et du coup, ils se rendent pas compte que, en fait, qu'en venant vivre ici, qu'en entreprenant, il va avoir une imposition qui va être, même en entreprenant sur place, l'imposition elle est 2 fois moins élevée qu'en France. 2 fois. Ok, L'impôt progressif qu'il y a ici, c'est entre 0 et 25. ok. Il y a quand même un impôt progressif, tu vois. Et nous, on est entre 0 et combien? 45, 49, je sais plus. Ah, plus que ça, ouais, je crois. Oui, 40, ouais, 50% presque, ouais. Tu vois, rien que ça, déjà, c'est le double. Et si tous les actifs, par exemple, au Costa Rica, et ça, c'est un des gros points du Costa Rica et de beaucoup d'autres pays d'Amérique latine, c'est pas le seul. Comme le Panama, par exemple, le Salvador, il me semble aussi, l'impôt est territorial. C'est-à-dire que si tu es t'es un investisseur de longue date ou un retraité français qui veut quitter la France et qui veut s'expatrier au Costa Rica, devenir résident fiscal au Costa Rica, tu vas payer aucun impôt. Si tu as fait les bons montages, les bonnes optimisations fiscales qui sont totalement légales, tu vas faire comme les riches, tu vas payer aucun impôt. T'es comme si tu étais dans les Caraïbes. C'est-à-dire que si tu as des ETF, que tu as des actions, etc., tu vas pas payer d'impôt dessus. C'est Et, et génial, ça. ça, c'est et ça, c'est incroyable, en fait. Et les gens, ils se rendent pas compte. Ils regardent le panier. Tu vois, c'est je Ouais. regarde le panier. Non, mais ouvrez-vous, ouvrez vos œillères, ouvrez votre esprit, ouvrez votre cœur aussi, parce qu'il va falloir ouvrir un peu votre cœur pour être réceptif à certaines énergies, je dirais, certaines choses qui peuvent arriver, ça tombe pas du ciel. Il faut, je pense, vraiment mettre du cœur à l'ouvrage pour réussir son expatriation, comme pour réussir un business. Et il y a vraiment énormément de critères à regarder. Euh, donc, on a dit la stabilité, j'ai donné l'eau, la possibilité d'entreprendre, la possibilité d'avoir le droit de la propriété. Ça, c'est vraiment très important pour moi, Bien même si sûr, je hein. suis, je suis consultant immobilier, comme tu le sais, mais je ne suis pas le genre à vendre du shitcoin en immobilier, du shit immobilier. Je dis que l'immobilier en France, c'est terminé. Avec la démographie qu'il y a, je suis persuadé qu'il va s'effondrer. Ah oui, oui, L'immobilier va s'effondrer. Comme en Italie, c'est très compliqué, l'immobilier, ouais. dans les campagnes en tout cas. Euh, et ici, tu achètes avec ton passeport. Tu viens en vacances. Tu dis, Ulrich, tu viens en vacances. Tu dis, Benjamin, je vais acheter une propriété. Bon, moi, je vais te dire, non, attends, reste un peu, observe. On va te choisir le bon coin parce que je vais être le conseil qui va pas. Parce que moi, je vois pas si tu veux, je vois à long terme. Je vois pas la commission au D1, au day 1, tu vois, au day 1, au premier jour. Je vois vraiment la, la synergie, la qualité de travail et la recommandation qu'il va y avoir derrière. Parce que la meilleure recommandation pour moi, c'est la recommandation de mes clients. Donc, je vais te conseiller. Mais si tu as envie de faire le fou, tu dis, ouais, bon, moi, je suis en OG, j'ai envie d'acheter de la terre parce que j'ai envie de planter des arbres fruitiers, j'ai envie de me reconnecter à la nature. Mais demain, avec ton passeport, tu achètes une propriété. En Asie, tu n'auras jamais le droit de propriété. Tu vois. Ah oui, c'est vrai que c'est différent là-bas, ouais. Et oui, Ouais. par exemple, tu vois, alors moi, c'est ce que j'invite les gens à faire, c'est d'avoir pas forcément beaucoup d'immobilier, mais d'avoir une terre où ils pourront être souverains. Ici, il y a de l'eau, tous les fruits et légumes poussent relativement, enfin, beaucoup de fruits et légumes poussent facilement, d'accord. Donc, d'être un peu souverain, d'avoir un puits, parce qu'on ne sait pas quelle crise va nous tomber sur la tête demain, tu vois. On vit dans un monde où, en Hmm. fait, je sais pas, tous les 3 4 ans, il y a une nouvelle crise ou une nouvelle réglementation voilà, un nouveau boulet au niveau de nos pieds, quoi. Ouais. Donc, Ouais, bien sûr. donc voilà. Ouais, non, mais bien sûr. Et d'ailleurs, alors, petite question annexe, mais parallèle, mais qui est liée à ça, c'est par rapport à Bitcoin, justement, alors, comment ça se passe sur place. Alors, d'ailleurs, alors, petite question, toi, je sais,
Alors, Bitcoin, toi, tu es Bitcoiner, t'en as? Est-ce que tu as une expérience avec ça sur place? On va en Moi, je parler suis, parce qu'il y a pas mal de Bitcoiners aussi au Costa Rica. ouais, ouais, tout à fait. Moi, je suis un jeune Bitcoiner, donc je stack comme les jeunes Bitcoiners. Et j'ai dépensé quelques fois pour tester, tu vois, pour tester de temps en temps, pour garder la main et puis pour montrer à des copains qu'ici, on peut payer en Bitcoin, etc. Mais en fait, ici, grâce à Bull Bitcoin, l'adoption, elle est bien meilleure qu'au Salvador. Ça, il faut le savoir aussi. Tout à Ça, il faut fait, le parce que savoir. sur Il faut le place, tu savoir. as Francis Pouliot, donc Oui, tout à fait. et l'initiative Bitcoin Jungle. Tout à fait, exactement, exactement. Et même si dans l'absolu, il était plus sur place, maintenant qu'ils ont créé ces outils et qu'ils ont interconnecté ça au système bancaire traditionnel via Simpay, ici Simpay, c'est équivalent à ce que vous avez encore, je pense, en France, c'est Paylib. C'est avec le numéro de téléphone, tu peux Yes, envoyer de ouais. l'argent. Voilà. Mais là, c'est le même fonctionnement. Du coup, Bull Bitcoin, c'est l'exchange et l'interface entre toi et le système bancaire. Et si tu veux, du coup, c'est incroyable. C'est-à-dire que tous les gens qui accèdent Simpay, et c'est à peu près 90% des commerces, parce qu'il y a que les seuls qui vont pas accepter Simpay, c'est vraiment les commerces qui vont vouloir absolument une facture électronique. Et la plupart des commerces, bah, ils acceptent le cash. Quand tu payes en cash, tu as un discount, tu vois. Si tu demandes un discount, une fois sur deux, tu as un discount. Et ceux qui se font payer en Simpay, souvent, ils déclarent rien du tout, quoi, tu vois. Donc, Ok. et par rapport à ce que j'ai pu voir au Salvador, par contre, du coup, quand j'y suis allé, j'ai vraiment voulu tester mon wallet. Et en fait, bah, c'est très peu utilisé. Euh, C'était très peu utilisé. Maintenant, ça fait 1 an. Je pense que c'est un peu développé, mais pas sûr. Je suis pas sûr que ça s'est développé tant que ça. Non, je pense Euh, pas. Parce que le, Déjà, ouais. le Déjà à portefeuille l'époque, Chivo, c'était un échec, visiblement. Donc, du oui. coup, ça aide pas. Oui. Ça aide pas. Ouais, le Chivo Wallet, ouais, qui avait été mis en place par le gouvernement salvadorien, ça a été très 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 compliqué, et ça a été également très compliqué en fait de faire accepter la Bitcoin à la population. Alors il y avait une obligation, je crois, pour les grandes entreprises, hein, donc passer un certain chiffre d'affaires, d'accepter forcément Bitcoin. Donc c'était plutôt les grandes enseignes type McDonald's, etc. Mais sinon pour les petits producteurs, les petits commerçants sur place, c'était assez rare. Alors après, je pense qu'au Salvador, tu dois avoir certains endroits comme Berlin ou El Zonte, où tu vas avoir justement les commerçants vont être plus ou moins familiarisés avec Bitcoin parce que il y a beaucoup de Bitcoiners sur place. Mais en effet, tu as raison parce que j'écoutais moi il y a quelques jours, quelques semaines maintenant, un podcast avec Francis Pouliot. Alors je sais plus sur quelle chaîne il passait, mais justement c'est un podcast qui était assez génial parce qu'il revenait sur son expérience au Costa Rica en disant que oui, alors déjà sur place il y a plusieurs dizaines, si ce n'est centaines de personnes qui sont des Bitcoiners, qui sont alors d'ailleurs même aussi des profils assez particuliers en fait, des personnes qui ont fait fortune dans la tech aux États-Unis, en fait, qui ont décidé de partir. Donc, tu as quand même des grands noms assez connus qui y sont. Je me demande Jack d'ailleurs si Dorsey, Jack Jack Dorsey, Dorsey. il vit à côté de chez moi. Ouais. Voilà, donc Et Jack j'aimerais Dorsey. bien arriver à l'inviter sur l'event, parce qu'on prépare un event l'année prochaine. D'ailleurs, je mets une petite pièce. On prépare un event, je prépare un event avec le sponsor 1, ce sera Bull Bitcoin, normalement. C'est en cours en tout cas, on travaille dessus. Ce sera un event axé business, expatriation, lifestyle, le lifestyle du Costa Rica, et la clé de voûte de tout ça sera Bitcoin. Ok, ouais, Ce sera super. vraiment l'outil qui permettra Ah, bien l'outil sûr, bien qui sûr. peut permettre de faire des transactions mondiales. Je vois un Argentin qui a besoin d'envoyer des fonds au Costa Rica, en passant par un escroc, etc. Il peut acheter une propriété ici directement, en ayant beaucoup moins de contraintes qu'en passant par le système traditionnel, par exemple. C'est un Ouais, exemple bien parmi sûr. tant d'autres. Il y aura Ouais. Bebop, il y aura pas mal de partenaires, peut-être l'Indesat, à voir. Voilà. Hmm. Pas mal de petits partenaires qui sont. Ouais, c'est impressionnant parce que bah, c'est bien d'ailleurs, c'est une belle initiative, hein, parce qu'en effet, sur place, t'as de quoi faire, hein. Déjà, oui, quand on parle de Jack Dorsey, hein, pour ceux qui connaissent pas, c'est le gars qui a créé Twitter, hein, avant que ce soit racheté par Elon Musk, hein. Et lui, alors qui est un Bitcoiner jusqu'au ouais, au bout des orteils. Enfin, le gars est Ouais. convaincu comme jamais de Bitcoin, et il fait partie justement de ces grands. Alors, il fait partie en fait de ces grands Bitcoiners, bah, comme Francis en fait, et comme les gars de Bull Bitcoin en fait, qui eux, Bitcoin pour eux, c'est pas uniquement un actif dans lequel tu peux épargner pour préserver ton temps, ton énergie, etc. C'est typiquement l'actif qui va révolutionner le monde. Parce qu'on va révolutionner la monnaie, et eux, ils sont vraiment engagés dans une croisade qui ils veulent vraiment mettre à terre le système, on va dire, fiat actuel pour justement proposer notre vision des choses. Et c'est intéressant que d'avoir au Costa Rica, enfin en tout cas moi c'est comme ça que je vois de l'extérieur, en fait d'avoir au Costa Rica un peu ce centre du réacteur d'un nouveau monde qui vient. Tu sais, c'est un peu le nouveau monde
avec les free cities, avec les network states, avec justement ces entrepreneurs un peu, t'en parlais tout à l'heure, hein, ces digital nomades qui vont converger en fait vers une juridiction qui est intéressante pour eux parce que par rapport à l'imposition, par rapport aussi. Ah tiens, d'ailleurs, ça c'est une question que j'avais. Je voulais te la poser tout à l'heure, mais ça m'est totalement sorti de l'esprit. C'était justement dans le podcast de Francis, il en parle. Il disait qu'en fait, quand tu fais de l'arbitrage juridique comme ça, entre différents pays, il y a aussi un avantage qu'il ne faut pas sous-estimer, c'est aussi on va dire, l'efficacité bureaucratique du pays. Et il disait que par exemple, le Costa Rica, ce qui est bien, c'est que même si un jour, ils veulent mettre en place une loi coercitive pour la population, ils auraient humainement et matériellement, en tout cas, pas forcément les moyens de l'appliquer. Parce que Ouais, le tout à fait. gouvernement, en fait, est pas si bien doté que ça. Tout à fait. Ici, par exemple, j'ai fait un post récemment sur X. Il y a une liberté d'expression qui est incroyable, hein. Quand on dit qu'il y a une liberté d'expression en France, j'ai envie de rire. J'ai envie de rire. Ouais, ouais, bien sûr. Quand on dit qu'il y a une liberté d'expression aux États-Unis, je dis ouais, 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 je pense qu'il y a une liberté d'expression quand même aux États-Unis. Bah, il y a des gens qui abordent des propos, par exemple, sur la Seconde Guerre mondiale, des gars assez négationnistes ou révisionnistes, je dirais plutôt, et qui ne sont pas condamnés. En France, si tu abordes des propos comme ça, tu sais comment ça va finir. Très mal. Mmh. Bien sûr. Et au Costa Rica, ben, visiblement, j'ai fait un petit peu de recherche. Tant que tu ne crées pas d'appel à la haine, tu peux dire ce que tu penses. Et c'est en lien étroit avec le système bureaucratique, qui est très démocratique. C'est pas une usine à gaz aussi importante qu'en France, mais il y a un système démocratique quand même avec une assemblée, etc. Les pouvoirs sont séparés. Non, non, je pense que voilà, Francis connaît le Costa Rica depuis un petit peu plus longtemps que moi. Ah non, il est arrivé, je crois qu'il est arrivé quand j'ai fait ma reconnaissance. Parce qu'on est OK. arrivé, en fait, c'était juste l'après-Covid, en fait. On a eu beaucoup à avoir eu ras-le-bol et à s'être orienté vers le Costa Rica. Pourquoi? Parce que le Costa Rica, quand bien même, nous, on avait des professions très restrictives par rapport au vaccin, au test PCR. Ici, les touristes pouvaient venir sans vaccin, sans test PCR déjà à Ouais. l'époque. Ouais, c'est Donc ça. pareil, dans l'accompagnement et les vidéos que je suis en train de préparer et les PDF, etc., sur la formation. D'ailleurs, il y aura des vidéos de comptables, de mon comptable francophone et d'un avocat, un avocat francophone également. J'explique tout ça. C'est important de regarder l'histoire. Tout à l'heure, on parlait de la stabilité, c'est l'histoire. Mmh. La stabilité, elle est liée à l'histoire, c'est important. Mais l'histoire, je dirais, sanitaire du pays, elle est également très importante. Ici, il n'y a pas de fièvre jaune, par exemple. Il n'y a pas de paludisme non plus. Tu vois, tout ça, c'est autant de points qui sont positifs pour le pays. Et pendant le Covid, ils ont eu des restrictions qui étaient marginales à côté de ce qui s'est fait en France et en Europe, donc en Occident. Et surtout, tu pouvais venir sans restriction. Donc, ils ont fait Mmh. venir énormément de capitaux. Ouais. Ouais, Et ils bien n'ont pas sûr, ouais. signé l'accord sur l'OMS, tu vois, pour Mmh. terminer là-dessus, sur ce sujet-là, sur ce thème. Ils n'ont pas signé l'accord sur l'OMS comme les USA et l'Argentine. Ouais. Ouais, non, ouais, non, mais c'est super intéressant ce que tu dis parce que c'est ton expérience personnelle, c'est aussi l'expérience personnelle de Francis et je crois dans le podcast en question, il disait que lui, en fait, au Canada, il y a eu, en fait, le Covid, les restrictions, les confinements, ça l'a tellement radicalisé qu'au final, alors je caricature un peu, mais il a pris un globe, une map monde et puis il a regardé en fait les pays dans lesquels tu n'as pas besoin de mettre de masque ou pas besoin d'avoir le vaccin. Et grosso modo, le premier qui est arrivé, c'est Costa Rica. Et du coup, paf, hein. Et ça, c'est aussi la grande force, en effet, comme tu l'as dit, du Bitcoiner, c'est que tu es très mobile très vite, hein. Et, C'est ça, il s'est dit, bah voilà, si là-bas, ils ne demandent pas ça, bah c'est bon, hein, c'est ma prochaine destination, c'est il y ça. va. Et il y avait beaucoup. Alors, je ne sais pas s'il y a une sorte de. Si c'était planifié, ou c'est une simple convergence des individus comme ça. Mais au final, tu as beaucoup d'Américains, beaucoup de Canadiens qui se sont retrouvés comme ça, un peu du jour au lendemain à Costa Rica. Et comme je disais tout à l'heure, avec des fois des noms, tu te dis en fait, c'est ça aussi qui m'impressionne, c'est tu te dis en fait, au Costa Rica, moi la vision un peu d'Épinal que j'en ai, c'est un peu la jungle, etc. Et c'est dans la jungle que tu vas retrouver des personnalités ultra connues de la Silicon Valley et tout. Bien sûr. C'est Après, génial. j'aborderai un point après. Mais pour rapport à ce que tu dis, c'est pas que la jungle. En réalité, ah oui, il y a beaucoup de jungle. C'est un territoire qui est extrêmement vert. Je pense que je n'ai pas eu l'occasion de le faire encore, mais si tu le survoles en hélicoptère ou en avion, enfin si, quand tu arrives, tu le survoles en avion, mais tu es tellement haut et généralement, souvent, il y a des nuages quand même, assez souvent. En tout cas, quand moi, je suis arrivé, tu peux voir que c'est un poumon vert, en fait. C'est 6% de la biodiversité mondiale, d'accord? Donc, Ah ouais. pour qu'il y ait je- 6% de la biodiversité mondiale, il faut que tu aies une nature qui soit incroyable et verdoyante, d'où le climat et la quantité d'eau quand c'est la saison des pluies.
Mhm. Mais je rassure les gens qui sont pas, qui ont peur que ce soit la Bretagne. C'est pas la Bretagne, hein. Les 6 mois, toi, tu crois que tu es breton en plus, non? Peut-être? Non, je Des suis pas origines ou breton, pas? hein. Non? Non, alors des origines certainement, parce que tout le monde, je pense, est un peu breton en France, tu vois, mais non, Ouais, je suis pas en Bretagne, non. d'accord, ok. Parce que Ulrich, il y a pas c'est pas un peu breton là, dans Ah la. non, Ulrich, c'est Non, allemand. du tout. C'est allemand. Ah, je pensais que. Ah, bah, après, il y a peut-être eu des mélanges. Bah oui, Parce certainement, que oui. j'avais croisé pas mal d'Ulrich quand j'étais en Bretagne, quand j'étais à l'école en Bretagne. Et, D'accord. donc, du coup, pour revenir à ça, une biodiversité qui est extrêmement importante ici, mais c'est pas que la jungle. Tu vas dans la vallée centrale, c'est une très grande ville, c'est une métropole, tu vois. Tu vas dans le côté Tamarindo, plus au nord du pays, ça ressemble beaucoup plus à ce que moi j'ai pu voir du Mexique. Le Mexique, c'est un pays fantastique, je pense que c'est tellement grand qu'il y a une diversité de paysages incroyable. De ce que j'ai vu du Mexique, assez plat, assez aride, euh, très peu d'arbres, tu vois. Donc, du coup, là, tu n'es pas du tout sur la jungle. C'est un coin que j'aime beaucoup moins. Moi, je suis venu au Costa Rica pour voir la jungle. Là, face à moi, j'ai une quantité d'arbres incroyable. J'ai un petit bout de montagne, un petit bout de vue mer et des nuages et le soleil. Et c'est magnifique. Mais voilà, c'est pas que les bitcoiners viennent pas tous se réfugier dans la jungle. Francis, il est sur la zone d'Uvita principalement. D'ailleurs, au marché à Uvita, ils acceptent en pair à pair beaucoup Bitcoin. Euh, Moi, je n'ai pas été à Uvita et je n'ai pas été attiré par Uvita parce que je trouvais que c'était un peu trop humide comme saison. À la saison des pluies, c'était un peu trop humide pour moi. Mhm. Même toute l'année, il pleut un peu plus qu'ici. Là, j'ai trouvé un bon équilibre. Après, c'est l'équilibre de chacun. Et après, moi, en termes de vision, toujours pareil à 360, ici, on est sur une péninsule. Donc, je suis loin des gros axes avec les gros camions qui font un boucan incroyable. Et en termes de résilience, si demain il y a un problème, parce que moi, j'ai mon côté, évidemment, forcément, avec mon métier, un peu survivaliste. Donc, c'est pas juste survivaliste avec le fusil et les boîtes de conserve. C'est vraiment une approche tactique, une approche patrimoniale, etc., résiliente. Et c'est comme ça que j'accompagne mes clients. Et en fait, on vit sur une péninsule et on est très bien sur la péninsule. Et Et, euh, et vas-y, justement, vas-y. t'en parlais tout à l'heure et ça fait écho à ce que tu viens de dire juste maintenant. Là. Tu disais au Costa Rica, donc c'est une société très libre, liberté d'expression, et tu parles aussi du port d'armes. Donc ça, c'est quelque chose qui est possible légalement là-bas? Ouais, C'est ouais, ouais, c'est plus que possible. Bah là, tu vois, voilà, ça c'est ok, mon. Le mien, il est déclaré, tout est clean. En fait, tu peux l'avoir une fois que tu es résident. Voilà. Seulement une fois ok, que tu es résident. Évidemment, un touriste avec un passeport ne va pas avoir le port d'armes. En revanche, euh, le citoyen ou l'étranger qui a un papier de résidence officiel peut avoir le port d'armes. Tu as le droit d'avoir deux armes, enfin deux armes, comment dire, deux armes portatives discrètes. Parce que là, le port mhm, d'armes, c'est pas comme au Texas, c'est discret. Et ok. il y a une formation et on va dire une sélection qui est assez intéressante. Parce que c'est pas comme aux États-Unis. Je vois tout de suite certains communistes socialistes. Alors, il y en a très peu sur ta chaîne. Mais qui viennent, qui vont dire ouais, mais c'est dangereux les armes. Non, les armes, c'est pas dangereux. Ce sont les hommes qui sont dangereux. Moi, Oui, bien sûr. je peux vous le dire avec mon passé, ce sont les hommes qui sont dangereux. Si vous voulez vivre dans un pays, la France ou d'autres pays démocratiques, où les gangsters ont des bazookas et des kalachnikovs et que vous ne pouvez pas vous défendre, ben, c'est votre choix. C'est votre choix. Moi, je préfère, comme on disait à l'époque, faire le boucher que le veau, et je ne ferai pas le boucher de façon gratuite, clairement. Mhm. C'est une citation de militaire, mais pareil, une autre, tant que j'y suis, je préfère être jugé par 9 pour le cas des tribunaux, des cours d'assises de France, que d'être porté par 6. Voilà. Mhm. Donc, je vis une vie très paisible. Il y a très peu de chances qu'il m'arrive quelque chose. Mais si jamais il devait y avoir quelque chose, je suis en mesure de Ouais, défendre ma famille. Et ça, c'est tout à vraiment fait. important pour moi. Euh, Vraiment très important. Ouais, je suis totalement d'accord avec toi. C'est vrai que le port d'armes, c'est intéressant parce qu'en fait, on en revient à la base de tout, quoi. C'est que c'est ta capacité, toi, en tant qu'individu, de te protéger toi-même. Et au final, c'est comme tout à l'heure, tu citais Bassia, mais Bassia en parle très bien dans un de ses petits bouquins qui s'appelle La Loi. C'est que le but de la loi à la base, c'est tout simplement l'organisation collective du droit de légitime défense individuelle. C'est-à-dire qu'en final, chaque individu a le droit de protéger sa propre propriété et aussi la propriété de soi-même, hein, de lui-même. Et à partir de ça, c'est la société qui va se baser en fait sur ça. Et le simple fait qu'aujourd'hui, tu es dans un pays où il y a beaucoup de liberté d'expression,
où la propriété est garantie et que justement tu aies le droit de port d'armes. En fait, tout ça, c'est interconnecté et tout à fait logique, en fait. Et comme tu dis, en plus, c'est ça aussi qui est très intéressant, c'est que tu es dans un pays qui est relativement calme. Donc, il y a pas, je pense pas que au Costa Rica, là où tu es de ce que j'entends, c'est que tu vas pas sortir et tu vas pas te faire sauter dessus par trois mecs. Voilà, voilà. Et malgré ça, tu vois que tu pourras dire, mais en fait, t'as pas besoin d'avoir une arme. Pourquoi t'en as une? Bah, justement. Et si, tu vois. Je préfère être prêt plutôt que n'être Tout à pas fait, prêt. Il y a toujours cet état tout à fait. d'alerte constant de, bah, en fait, de l'individu souverain, l'individu responsable et l'individu, en fait, réaliste hein, sur comment le monde, de comment le monde est et aussi comment les individus, malheureusement, peuvent être, quoi. Et le calme, le calme dans lequel tu peux être actuellement n'est pas forcément un calme qui est pérenne parce que tout peut changer et même dans l'endroit le plus stable que tu as sélectionné sur la carte, le Costa Rica, bah, tu jamais à l'abri de. Eh ben, je te donne un exemple pour aller vers ce que tu viens de dire, très intéressant. Euh, donc j'étais à l'antenne GGN de La Réunion. Quand je suis allé à La Réunion, parce que le département d'outre-mer ou le territoire d'outre-mer, on ne le choisit pas à la fin du stage. On met des vœux et voilà. Hmm. J'étais à La Réunion, on m'a dit, ah, tu vas aller en vacances. Eh ben non, en fait, ça s'est pas vraiment passé comme ça. Autant il y a quand même moins d'attaques armées que dans les Antilles, ça c'est clair, c'est une certitude. En revanche, quand on a vécu la période des Gilets jaunes à La Réunion, il y a eu une censure incroyable. Ça n'a pas transpiré en métropole, mais c'était vraiment incroyable ce qui s'est passé. On sortait avec nos vieux blindés, parce que les nouveaux blindés que vous voyez là sur les Hmm. manifs, dans l'outre-mer, je ne pense pas qu'ils les aient encore. En tout cas, nous, on ne les avait pas, c'est une certitude. On avait les vieux VBRG à roues, les véhicules à roues blindés de la gendarmerie des années 60, qui sont pourris, voilà, qui sont complètement pourris. Et on sortait, en fait, le soir avec, et il y avait des couvre-feux. Donc, il y avait des couvre-feux. Là, c'était, je te rappelle, la chronologie, c'était avant le Covid. Ouais, d'accord. Ah, ouais, Je d'accord, pense ok. que tu t'en rappelles. Oui, oui. C'était en 2018, c'est vraiment quand je suis arrivé. Ouais, Quand ouais, je suis arrivé en ok. 2018, c'est un mois après, j'arrivais, il se passait ça. Il y avait des couvre-feux. Et je peux te dire que là, j'étais bien content de ne pas avoir de famille encore à l'époque et ni de femme. Parce qu'on rentrait à la caserne, on repartait tout de suite, on mangeait un morceau, on dormait 2 heures, on repartait. Sur une mission, il y avait des pillages de supermarchés, il y avait des mecs masqués par 20, 30 avec des masques de scream, etc. Tu vois. Hmm. Il y avait vraiment, nous, on était plein d'adrénaline, on se sentait pas en insécurité, mais la population avait très peur. Ouais. Et mon épouse, à l'époque, elle était toute seule, pour avoir débriefé un petit peu avec elle de cette situation. Elle était dans une des zones les plus riches de la Réunion, pour pas la citer, Saint-Gilles-les-Bains. Et en fait, elle me disait que quand elle rentrait le soir chez elle, après le travail, avant le couvre-feu, elle s'inquiétait et qu'il y avait, c'était en train de basculer. Et heureusement, quelque part, que le préfet, pour le coup, a mis des couvre-feux à cette période-là. Autant je suis contre les couvre-feux, autant là, c'était nécessaire. Et c'est ce que tu disais tout à l'heure, le pouvoir régalien. Et là, voilà, là, ils ont mis les moyens et c'était vraiment indispensable. Une dizaine de jours de couvre-feu, à peu près, on a calmé la situation. Et après, on avait encore du travail pendant une quinzaine de jours avec je dirais des branleurs, hein, mais qui venaient vraiment de tous les horizons, hein. C'est-à-dire que quand on a fait une interpellation, parce qu'au cœur de Saint-Gilles, là, je vais revenir là-dessus après, tu vas voir, encore une piste de réflexion. On a intervenu, forcément, on pouvait pas. On a intervenu dans certaines zones, comme c'était ce moment-là des Gilets jaunes qui était assez critique. Encore une fois, ça me dérange de dire Gilets jaunes parce que pour le coup, c'était pas du tout des Gilets jaunes qu'on avait en face de nous, hein. Hmm. C'était des jeunes issus de Mayotte, des Mahorais, Hmm. des Réunionnais qui étaient à la marge, voilà, des trous du cul, clairement, pour être familier, mais voilà, des trous du cul. Et quand on a intervenu à Saint-Gilles, et il y avait des bourgeois, il y avait des fils à papa un petit peu, mais c'était très peu quand même. C'était, on va dire, peut-être 5%, d'accord? Mais qui sont venus brûler des voitures. Voilà. Et donc là, on a fait comment dire, des interventions, tout simplement, Hmm. pour canaliser la situation. Et ce qui m'a fait réfléchir après, c'est qu'on agissait, comme d'habitude, en priorité, forcément, dans les coins qui rapportent le plus d'argent, dans les coins les plus touristiques. Et en revanche, quand il y a eu des pillages de certains magasins, où on était justement dimensionné en termes de nombre, pas surdimensionné, on nous disait, non, laisse, c'est qu'un magasin. En Hmm. soi, en soi, c'est qu'un magasin. Mais si nous, on se sentait capable d'intervenir, pour moi, on aurait dû nous laisser intervenir Ouais, bien sûr. Hein. pour que le droit de la propriété soit respecté. Et c'est Hmm. là où tu vois que, encore une fois, c'est pas tout à fait le droit de la propriété parce que tu peux te mettre en danger aussi en contrepartie. Enfin, l'État ne veut pas perdre 10 soldats dans une opération pour ouvrir un supermarché. Mais quoi qu'il en Hmm. soit, on est mesuré, on est entraîné, on sait ce qu'on fait. Si on le fait, c'est qu'on sait qu'on peut le faire.
Ouais, Tu vois, on a laissé faire des pillages parce que on n'était pas assez nombreux. Donc, ouais. voilà, tout ça s'interconnecte avec le port d'armes, ce que tu disais. Et si tu veux, pour moi, j'ai pas le port d'armes ici parce que je me sens en insécurité. J'ai le port d'armes parce que je veux être souverain. Mhm. Et j'ai le port d'armes parce que même si je suis dans un pays de paix, j'ai connu des pays de paix. La France, c'est un pays de paix. La Réunion, c'était un département d'outre-mer de paix. Le département où on te parle sans arrêt de multiculturalisme, où tout le monde se tolère, etc., etc. Sauf que c'est pas vraiment ça, en fait. Les gens se mélangent pas. Et quand ils se mélangent, c'est le bazar. Très Mhm. souvent. C'est à la Ouais. marge. C'est à la marge. Quand un métropolitain se marie avec une créole, ça arrive. Mais un malbar, il va rarement se marier avec un métropolitain, par Mhm. exemple. Oui, bien Malbar, tu sûr, sais, hein. c'est ceux qui sont des origines d'Asie, d'Inde. Tu sais, D'accord, ah oui, ok, ouais, oui, en effet, physiquement, t'en as. qui ont la peau très mate. Un peu Ouais, mais comme le faciès, le visage de Sylvain Tiger. ouais, Lui, ouais, il je est, vois. comme il disait, il a du sang. Alors, on dit malbar, des fois, on dit tamoul. Il y a différents verbiages, différents mots. Mais voilà, un petit peu pour. Mais du coup, c'est important pour moi d'être souverain. Et pour terminer sur ce sujet, pour moi, c'est comme ça, en fait. C'est comme mon téléphone. Donc, encore une fois, je ne suis pas un très bon exemple. Ici, il y a très peu de gens qui ont le port d'armes. Les gens le gardent à la maison. Ils ont le port d'armes et ils le gardent à la maison. Ça suffit. Ça Mhm. suffit. Pour la nuit, pour le domicile, au cas où, c'est tout. Moi, en France, tu vois, parce que pareil, les gens vont rebondir, ils vont dire c'est l'Amérique latine. En France, dans ma jeunesse, j'ai été cambriolé en 10 ans, une dizaine de fois. Mon père était entrepreneur dans la construction, donc il a toujours eu des voitures assez jolies, etc. J'ai Mhm. été cambriolé une dizaine de fois, et j'ai même été homme jaqué, tu vois. Ah ouais. Et je devais avoir 12 ans, donc ça fait 25 ans. 25 ans, j'étais homme jaqué. J'avais 12 ans, j'ai pris la carabine après. Tu vois, Mhm. j'étais dans la campagne, moi aussi je suis un peu issu de la campagne. Ouais. Et du coup, mon père est parti, pour la petite histoire, mon père est parti, pareil, tu vois, c'est encore des points que les gens doivent noter. Mon père avait essayé de poursuivre la personne qui est rentrée dans la maison pour venir nous voler potentiellement la clé de la voiture. C'est ce que les gendarmes ont dit, c'est ce qu'ils pensaient. Donc évidemment, le gitan, c'était un gitan. Évidemment, le gitan en question, il courait très vite, il a l'habitude de courir. Ils avaient volé une voiture pour venir nous voler, parce que la voiture, alors, ils l'ont retrouvée brûlée après les gendarmes. Et quand mon père, à cette époque-là, je crois que j'ai jamais raconté cette histoire. Quand mon père, à cette époque-là, il a été dans le camp, c'était un petit camp de gitans, mais il devait y avoir juste une dizaine de caravanes, tu vois. Et c'était il y a 25 ans, hein. Les gendarmes, ils y sont allés, ils ont dit, monsieur, sortez de là, s'il vous plaît. Ils l'ont supplié de sortir. Et mon père, il faisait des tours dans le camp avec le 4x4 Mercedes qu'il avait à l'époque, avec le fusil sur le siège. Tu vois, il avait pété un câble, quoi. Ouais. Mais quelque part, je peux le comprendre. Aujourd'hui, moi, je suis père. Je vais dire, je sais pas si t'es papa, Loïc, Non, non. un jour. Oui, voilà. Et en fait, quand t'es papa, en fait, tu as une responsabilité incroyable. C'est pour moi, en tout cas, quand tu es un vrai papa, pas un papa avec un taux de testostérone ultra bas, un vrai papa. Quand qu'on vient s'en prendre à ton domicile le soir, on a voulu vraiment te faire du mal, tu vois, potentiellement. Mhm. Bien sûr. Donc, si t'as pas une réponse minimum dans l'action, si tu peux, ou après, tu es une victime. Et tu seras de nouveau une victime. Mhm. C'est assez dur, hein, pour beaucoup de gens à entendre ça, parce que beaucoup de gens sont formatés avec un esprit très bisounours. Mais mon père n'a jamais été plus emmerdé. Jamais. Oui, ouais, Il bien a sûr, plus parce jamais que été cambriolé. ouais, Parce il que a ça, posé. les gens en parlaient et Ouais, ouais, non, parce qu'il a posé ses couilles en fait, c'est ça. et C'est ça. s'il y a bien, voilà, puis après, s'il y a bien quelque chose que par exemple les gitans respectent, c'est ça aussi. Donc c'est vrai que C'est vrai, exactement. Mm. donc Exactement. voilà, donc ça m'étonne pas quoi. Et par contre, en effet, si tu te fais voler, que tu ne fais rien ou que voilà, en fait, tu t'envoies un signal qui est assez clair, c'est que si ça arrive T'es une une fois, victime. ça peut arriver deux fois, ça peut arriver trois fois, ouais. Donc ça c'est super important. Et comme tu dis, en effet, quand on dit souvent on dit souvent que quand tu es libéral ou libertarien, tu es un individualiste, mais finalement, en fait, on vit dans une société plus de famille que d'individus et en tant que société de famille, bah forcément, tu reçois des choses de ceux qui t'ont précédé et tu as envie de léguer des choses à ceux qui vont te suivre. Et tu as une responsabilité en fait intergénérationnelle avec dans, avec d'autres individus que toi-même. Donc, tu n'es pas véritablement un vrai individualiste. Et je pense que oui, tu as totalement raison. Quand tu es père de famille, euh, ton but dans la vie, c'est même plus ta personne à toi, hein, c'est la vie de tes enfants, quoi. Donc, je comprends Exactement. totalement ton père, ou même par exemple toi avec tes enfants, si t'en as, si jamais on vient t'agresser chez toi, là, je
comprends totalement le pétage de câble, hein. C'est tout à fait normal, quoi. Ouais, totalement. Je rebondis sur 2 points intéressants. Tu as parlé d'enfants, donc moi je pense tout de suite à l'éducation des enfants. Ici, il y a quelque chose qui est super intéressant, c'est que les enfants peuvent grandir loin des villes et avec beaucoup moins d'écran. C'est-à-dire que mon enfant, par exemple, il voit des animaux tous les jours et ça, genre, on le voit. Alors c'est le premier, donc on n'a pas d'expérience, à part, celle partagée avec nos amis, mais Mmh on mh. voit qu'il a un éveil qui est incroyable parce qu'en fait, il voit sans arrêt des plantes, des animaux, on lui fait lire des livres, on dessine, on fait de la peinture, on fait des activités dans le jardin. Ça, c'est une richesse incroyable. Il va parler plusieurs langues parce que, bah, il parle notre langue forcément, Mmh. il parle notre langue et il est très petit, mais il parle déjà, 3 langues, en fait. Il parle Mmh. déjà, il dit beaucoup de mots en espagnol et il en dit un petit peu en anglais. Ça, c'est juste une richesse incroyable Bah, et mais j'ai envie de dire totalement, hein. aux gens, quand vous vous expatriez, investissez pour vos enfants et quand, on doit penser expatriation, on doit penser à nos enfants, donc on doit penser au droit de la propriété, on doit penser à leur éducation, on doit penser à leur sécurité et cetera et cetera. Et l'autre point, c'était toujours un peu pour les enfants. Tu as parlé plus ou moins d'héritage dans ce que tu as dit. Enfin, en tout cas, je l'ai interprété comme ça. Ouais, bien sûr, ouais. L'héritage, ici, un héritage. Il y a pas de on te prend 50% là. C'est quoi ça, ces pays communistes? Je viens de voir encore les déclarations de ces derniers jours de, Ouais, d'une de dame avec beau un nom composé d'une bourgeoise. Bon, oui. ben, je veux dire, c'est incroyable. Enfin, c'est Ah mais incroyable. c'est ils ont un problème, ontologique avec la propriété des autres personnes, quoi et avec la liberté que les personnes, veulent f enfin, ah i ouais, c'est ça, en fait, ils ne comprennent pas, ils ne veulent pas laisser les gens gérer leur richesse comme ils veulent, quoi. Si tu as envie de la transmettre, bah non, ils vont dire: «Bah non, est-ce que tu vas transmettre ça à tes enfants, mais tes enfants n'ont pas mérité», mais genre, mais ils Bien ne sûr, c'est bien sûr. extrêmement j'ai fait quelques posts d'ailleurs là-dessus sur X, Oui, justement j'ai vu un petit peu. parce que l'héritage, tu vois, c'est ce que je disais, en fait, on est dans une société de famille, pas uniquement d'une société où les individus sont isolés les uns des autres dans la grande ligne du temps, tu vois? Et à partir du moment où tu peux plus léguer, bah, forcément tu as moins d'effets incitatifs à être productif, hein, parce que tu sais que Bien sûr. ce que tu vas faire sera directement spolié par l'État et bah, au final, c'est toute la société qui va en pâtir parce que si toi, tu fais partie des individus les plus productifs, hein, et qu'on t'enlève le droit et la liberté de gérer les fruits de ta production, donc ton argent, ta monnaie, ton patrimoine, que ce soit des actifs ou autres, comme bon te semble et bah, forcément, tu as moins d'incitation à être productif. Ça, c'est comme l'un des exemples qui est assez connu aujourd'hui, c'est comme tu prends des médecins, des dentistes, il y en a beaucoup qui disent qu'en fait, à partir du troisième ou du quatrième jour de travail dans la semaine, tout ce qui enfin, tout l'argent qu'ils vont gagner va directement à l'État et par exemple, moi j'en connais, hein, tu as des dentistes qui vont bosser que 4 jours sur 5, tu vois? Ouais, Donc en ouais, fait, totalement. Mais on ouais, perd, c'est quoi. le problème de leur impôt progressif. S'ils sont pas en Ouais, société, c'est le problème d'impôt progressif, ouais. exactement. Ouais, c'est Et tout à fait. question que j'avais justement, parce que tu parlais des enfants, tu parlais aussi de l'éducation. Hem, Par exemple, toi, au Costa Rica, tu scolarises ton gamin? Alors je sais pas si tu vas faire, peut-être plus l'école à domicile et tout, toi, mais, par exemple, si tu es au Costa Rica, que tu as un enfant, que tu veux le scolariser, c'est jouable, c'est Oui, 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 ouais, oui, tout à fait, tout à fait. En fait, encore une fois, bah, tous les impôts que tu payes pas, heu, tu peux les investir, dans une école privée si tu veux le mettre à l'école privée. Après, tu peux très bien mettre à l'école publique, l'enfant, elle sera à l'école publique. Le système est correct. Moi personnellement, plus ça va, plus je pense à l'école à la maison, parce que quand je vois, peu importe le pays, le niveau d'endoctrinement, d'un enfant à l'école, voilà, je me pose vraiment beaucoup de questions. mmh, Je te cache pas. Mais par contre, on regarde quand même au cas où en solution B, 1 ou 2 écoles privées qui sont dans notre zone, un peu alternatives, où mmh, le petit, peut, je dirais pas grandir à son rythme, c'est pas le terme, mais on va dans, une école dans laquelle on va pas le mettre dans une case et on va pas l'obliger à faire de suivre un cursus très particulier, très précis, surtout au début, mmh. mais peut-être, lui ouvrir des portes, lui ouvrir l'esprit, faire en sorte qu'il se sente bien et parce que ça fait partie du socle, en fait. Quand je vois, notre ancien et actuel président de la République, Mmh. qui dit qu'il veut mettre les enfants à l'école à partir de 2 ans, ça me fait des frissons, en fait. Ah oui, mais bien sûr, hein, C'est terrible, c'est bien terrible. sûr. C'est enfin, voilà, moi, je suis totalement en désaccord avec ça Ouais, mais et de toute façon, mais l'éducation, c'est un grand sujet, si libéral, libertarien, c'est un grand, grand sujet parce que toi, ça on en revient à tout début de l'épisode quand on parlait du service militaire, que c'était une machine à uniformiser les individus. Bah, l'éducation, c'est exactement la même chose, hein. À partir du moment où tu vas mettre 25, 30 élèves dans la même classe avec un seul professeur, bah, forcément le professeur, lui, ne peut pas s'adapter aux besoins de chacun. Il doit s'adapter en fait au commun dénominateur, c'est-à-dire au niveau le plus bas, quoi. Et malheureusement, quand tu as des enfants qui sont moins scolaires que les autres, où leur intelligence s'exprime de manière différente, bah, eux, ils vont souffrir parce qu'en fait, on va leur forcer bien à sûr. s'adapter
à un rythme d'un enfant qui est pas forcément le plus curieux, le plus intelligent, le plus dynamique. Et ça, forcément, ça a des effets assez néfastes sur les gamins. Mais c'est aussi malheureusement une volonté aussi qu'a l'État, c'est-à-dire de prendre les individus, de ne pas faire de distinction entre les uns et les autres, de ne pas faire, ouais, de pas laisser les individualités des enfants s'exprimer. Et ça, c'est propre au système éducatif. Et ça, c'est intéressant ce que tu dis parce que tu as beaucoup de personnes comme ça qui sont qu'on fait fortune dans les technologies, qu'on travaillé sur l'IA, qu'on travaillé comme ça sur des grandes, sur ces choses-là. Eux, ils ont un modèle d'éducation pour leurs enfants qui est totalement différent de monsieur et madame tout le monde, quoi. C'est que justement, ils sont plutôt sur ce que tu viens de dire. En fait, c'est essayer d'adapter l'éducation à l'enfant, laisser l'enfant être curieux et tout simplement l'accompagner vers la version de lui-même qu'il veut être, en fait. Et si tu as un enfant qui est plus manuel qu'intellectuel ou un enfant qui est plus scolaire qu'autre chose, bah voilà, il faut laisser l'enfant s'adapter, quoi. Totalement d'accord avec toi. Et tu vois, par exemple, au Costa Rica, ici, c'est une zone grise, en fait. C'est-à-dire que tu peux faire l'école à la maison, en fait. En France, c'est interdit maintenant l'école à la maison. Si je dis pas de bêtises, je crois que Alors si tu as pas c'est entamé un cursus, c'est dans des cas très particuliers. ouais, alors je pourrais pas te dire, mais des dernières infos que j'ai, moi, alors peut-être que c'est erroné, hein, parce que je me suis pas non plus intéressé au sujet dernièrement, mais je crois, si je dis pas de bêtises, c'est autorisé, mais oui, sous certaines conditions et avec forcément des examens que les gamins doivent passer à différents âges pour justement valider que les acquis soient maîtrisés, quoi. Ça, c'est un truc comme ça, quoi. Et tu vois, par exemple, ici, il y a des écoles privées qui suivent le programme international, c'est-à-dire le programme type américain. Ok, D'accord? Je ouais, crois que c'est ouais, pour ouais. avoir un bachelor. Et il y a aussi des écoles, on convoite potentiellement deux écoles, une qui suit ce système et une qui ne suit pas ce système, mais après qui n'empêche pas le gamin de réussir à obtenir le diplôme. Parce qu'encore une fois, c'est pas parce que tu suis un chemin que tu n'arriveras pas à obtenir le diplôme. Ah bah C'est comme totalement, ouais. si tu disais pour arriver, je sais pas moi, pour arriver en haut du Kilimandjaro, bah, il n'y a qu'un seul chemin. Non, il y a plein de chemins. Il n'y a pas que la voie Machamé et la voie la plus courte et la moins onéreuse. Il y a des chemins où tu vas prendre le temps de t'acclimater pour arriver au sommet comme un champion. Voilà. Ah, Et, totalement. tu n'iras pas vite, mais tu iras bien. Et comme Ouais. j'aime le dire souvent, seul on va plus vite, ensemble on va plus loin. Et il faut se souder un minimum. Tout à l'heure, tu parlais d'individualisme et de libertarianisme. Je suis totalement d'accord avec ça. L'individu doit vraiment redevenir souverain pour pouvoir diffuser et partager des projets intéressants pour tous. Tout à fait, ouais. Et la technologie va énormément aider, hein, justement dans ce but-là. Ah totalement, ouais, parce que toi, d'ailleurs, un petit conseil de lecture pour ceux qui écoutent, là on parle beaucoup d'éducation, il y a un livre de Murray Rothbard qui est «L'éducation libre et obligatoire» qui est un tout petit bouquin qui doit faire, je pense, ouais, une soixantaine de pages, qui est à lire absolument parce qu'en fait, il décrit tout ce dont on est en train de parler là, c'est-à-dire, les effets néfastes de l'éducation collectivisée et aussi, bah, justement l'intérêt d'avoir une éducation, en fait, qui soit véritablement personnalisé pour l'enfant. En fait, tu sais, c'est un peu comme si historiquement, philosophiquement, on revenait au vieux modèle de la Grèce antique, hein. Tu sais, à l'époque, il y avait un tuteur pour un gamin. Tu vois, c'était Aristote qui enseignait à Alexandre le Grand, tu vois. Et tu te dis, en fait, le gars, Alexandre le Grand, on sait pas s'il avait conscience de la chance qu'il avait d'avoir Aristote en professeur H24 avec lui, tu vois. Mais la technologie aujourd'hui nous permet quasiment ça, quoi. Parce que si tu prends, admettons, l'intelligence artificielle, si tu prends un individu, par exemple un parent, un tuteur qui est disponible avec toi H24 pour t'accompagner à ton rythme sur les sujets qui t'intéressent, grâce à la technologie, bah justement, tu peux Oui, avoir c'est ton vrai, petit c'est vrai, Aristote dans, c'est dans vrai, ta bien poche sûr, et ton bien gamin, sûr. en fait, et c'est ça qui est intéressant, c'est qu'il va avoir une éducation qui sera personnalisée, individualisée, qui sera vraie, c'est-à-dire qu'il n'y aura pas le biais idéologique du professeur et qui sera vrai d'un point de vue purement factuel. C'est-à-dire que le professeur, lui aussi, peut se tromper. Et l'IA Totalement, se trompe bien sûr. moins, tu vois. Donc, tu vois, on revient un peu à une sorte d'idéal antique de l'éducation. Et je trouve ça assez intéressant et c'est la technologie qui nous le permet. Et aujourd'hui, tu peux, en effet, comme tu dis, tu peux être souverain, mobile, t'expatrier. À partir du moment où tu as des parents qui sont disponibles, qui sont impliqués dans l'éducation de l'enfant et que tu as un accès à la technologie, bah, j'ai envie de dire, c'est une fabrique à faire des Alexandre le Grand, quoi. Espérons-le, pour nos enfants en tout cas. Et non, mais je suis totalement d'accord. Et tu vois, même, d'ailleurs, j'ai noté le livre. J'ai noté le livre pour pouvoir l'acheter, le lire, dont tu as parlé. Tu vois, là, on est en train de travailler sur un projet qui me tient à cœur. C'est un quartier résilient.
C'est-à-dire que on a acheté 2 hectares en société de 2 hectares de terre qu'on va partager en différents lots. Donc, ce sera des Mhm. lots de minimum 5000 mètres parce que c'est un type de terrain particulier ici, ce qu'on appelle terrain agricole, mais on peut construire quand même 25%. Et je réfléchis de plus en plus à créer, peut-être, si j'ai le temps, avec un partenaire de qualité, évidemment. J'ai peut-être en vision un partenaire de qualité qui est un bitcoiner qui va peut-être écouter cette émission, qui pourra être un des professeurs de cette école, de créer une école. J'envisage peut-être de créer Génial. une petite école, mais à taille vraiment humaine, hein, pour la communauté, sachant que ce ne sera pas une communauté ni hippie, ni amish, il n'y a pas de stress là-dessus. Le but, c'est que chacun soit souverain, chacun ait son terrain, donc vraiment en étant propriétaire, un puits avec une quantité d'eau potable incroyable, un accès à une rivière, des arbres fruitiers et la paix. Voilà, c'est Mhm. ça l'idée. Et surtout pouvoir s'entraider quand, par exemple, on veut partir un mois en Europe, un mois en Afrique, un mois dans un autre pays ou 2 mois, avoir quelqu'un qui est sur place, qui peut avoir un œil sur la maison. Parce que peu importe l'endroit du monde, si on laisse une maison isolée, euh, vide pendant 6 mois, il y a un moment, la maison, Bah oui, elle est vraiment vide. ouais, bien sûr. Ah ouais, ça, c'est un beau projet, en effet, Donc ça, c'est un beau projet, ouais. ouais, carrément, ouais. Ça, ouais, recréer comme ça une sorte de, bah, tout simplement une petite communauté avec, bah, forcément, dans une communauté, t'as l'école. Et Ben avec, ouais, c'est ça, c'est ça. T'as les fruits et légumes, de l'eau, et puis une école, c'est la base, en fait. ouais, et puis on s'en rend pas compte, mais l'école, toi, moi j'ai des amis qui ont des enfants et en fait, ce qu'ils disent, toi, c'est en fait, quand t'as ton gamin à l'école, t'as tout un cercle en fait enfin, de sociabilité qui s'organise autour du gamin, quoi, parce que forcément, tu vas côtoyer les parents des autres enfants et tout, et ça soude mine de rien beaucoup. En fait, les enfants vont souder beaucoup les adultes entre eux, parce qu'il y a l'intérêt commun Bien de sûr. l'enfant et c'est assez intéressant. Et je pense que dans ce genre de communauté, l'école c'est un peu comme l'église, toi. C'est là où on se retrouve parce qu'on a l'intérêt commun bah voilà, on a tous intérêt à ce que ça se passe bien, quoi. C'est ça, l'école et les activités qu'il y a autour, extrascolaires, c'est super important, en effet, pour le gamin et puis pour les liens sociaux, même avec les parents, comme tu dis. Mmh. C'est vrai que je me rappelle quand je faisais des activités sportives, mes parents, ils côtoyaient certains parents de copains, en fait. C'est vrai qu'en Non, effet, mais ça c'est crée ça, des liens hein. sociaux Ah incroyables. bah, totalement, hein. Et bon, bah, ouais, si jamais il y a des bitcoiners qui veulent un peu de résilience, qui écoutent, on cherche des voisins. Parce que nous, on vivra sur place, hein. L'idée, c'est de Mmh. vivre sur place. Mmh. Euh, mais par contre, du coup, on filtre les voisins. Parce que vu qu'on va Bah, vivre bien sur place, sûr, bah, c'est normal. je veux pas des gens avec des cheveux bleus. Oui, bah, bien sûr, bah, en même temps oui, non, mais ça, mais c'est important ce que tu dis parce qu'en fait et ça, c'est propre au monde dans lequel dans le monde dans lequel on va se diriger, hein, que ce soit et ça, j'en parlais dans le podcast avec Science. On parlait justement de la capacité qu'ont les bitcoiners, qu'ont justement les nomades digitaux à faire de l'arbitrage, à bouger et en fait, tout simplement, en fait, à se regrouper par communauté d'intérêt. Donc ça, c'est le monde dans lequel on se dirige, hein. Par exemple, si tu es français, que tu pas dans quelques années, si tu pas l'occasion toi-même de t'expatrier, si tu restes sur place en France, et bah, tu feras la même chose parce que tu vas vouloir vivre dans des quartiers avec d'autres Français ou avec d'autres personnes qui partagent ta culture ou autre. Et il y a des personnes qui le font à l'échelle globale. Et c'est tout à fait normal en fait que les gens se regroupent entre eux par communauté d'intérêt, quoi. L'individu a toujours fait ça dans l'histoire, donc c'est tout à fait normal, quoi. Et c'est Oui, tout à fait après, normal. Vas-y. ouais. Totalement, non, totalement d'accord avec toi. Ce que tu dis, c'est très juste. Après, nous, sur le projet, on veut pas que ce soit absolument que des francophones. C'est-à-dire qu'on avait, alors pour le coup, Suisse, bon, Suisse francophone, des amis, maintenant c'est des amis. C'était à la base censé être des clients. Moi, je leur ai expliqué de prendre le temps, etc. Ils sont retournés euh, en Suisse pour vendre leur maison. Ils sont peut-être intéressés par le projet. On a un Tchèque aussi qui s'intéresse au projet. Donc, du coup, pour le coup, il y a une vraie barrière de la langue, euh, mais il parle anglais. Et voilà, vraiment, le but, c'est pas de forcément d'avoir que des francophones. On veut Mmh. pas faire comme ça a pu se faire dans le pays où il y a une communauté que de francophones. On veut avoir des atomes crochus. Et les atomes Bien crochus sûr. peuvent être autres, comme tu dis, ça peut être bon, Bitcoin par exemple, mais c'est pas forcément que Bitcoin, c'est surtout éduquer des enfants d'une façon saine, que chacun mange des fruits et légumes de qualité, pas de plein de produits dont on ne connaît pas du tout la composition. Voilà. Mais on est sur ce portage-là. Ok, mais c'est un chouette projet en tout cas, quoi. Et écoute Ben, là, on va pas tarder à arriver à la fin de l'épisode. Est-ce que, justement, par exemple, est-ce que tu pourrais nous dire s'il y a des personnes du coup, qui écoutent et qui ils sont intéressés justement pour te contacter, pour pourquoi pas envisager, ouais, comme tu dis, une reconnaissance sur place, ou voir à peu près comment ça se passe. Comment est-ce qu'ils peuvent s'y prendre concrètement pour entamer en fait la démarche avec toi? Eh ben, je pourrais je sais pas s'il y aura peut-être une description où on Oui, bien pourra sûr, mettre. ouais. Ok, très bien.
Donc, on pourra dans la description, je pourrais mettre mon lien Linktree. Les gens pourront trouver tous les réseaux sociaux. Donc, ils pourront suivre sur les différentes plateformes ce que l'on fait. Sur ce Linktree, il n'y a pas X. X, c'est mon petit canal à moi, on va dire, où je suis beaucoup plus franc et beaucoup plus brut moi-même. Comment dire? Et en bas, tout en bas, ils pourront voir un lien pour réserver un appel. Donc, je précise que cet appel, c'est un vrai conseil de qualité où j'analyse le profil, je prends le temps d'analyser le profil, de répondre aux questions, etc. Et après cet appel, je fais un mail relativement conséquent avec la mise en relation avec les interlocuteurs qui vont avoir besoin ou une, une petite synthèse de l'entretien avec des tips, etc. Donc, je passe vraiment du temps, c'est vraiment quelque chose de qualité. Donc, aujourd'hui, maintenant, j'ai plus le temps de. Avant, je faisais gratuitement et j'ai perdu vraiment trop d'énergie et j'avais vraiment des gens qui n'étaient pas motivés. Donc, aujourd'hui, le call est payant, mais Mhm. ce call, je le rembourse si les gens après font une transaction immobilière avec moi par la suite. Donc, voilà, j'ai trouvé cet équilibre. Les gens sont très satisfaits et ça permet de filtrer. Je vois qu'il n'y a que les gens qui sont motivés pour vraiment s'expatrier, pas juste des curieux. Même si au début, ça commence par une curiosité, hein. Moi aussi, j'ai commencé par une curiosité en disant bah, peut-être qu'un jour, mon rêve, ça serait de partir de la France. Et puis les choses ont avancé très vite et ça s'est accéléré. Donc, du coup, ils pourront trouver ce lien-là. Et puis, sinon, bah, voilà, me suivre sur les réseaux sociaux. S'ils ont une ou deux questions, qu'ils n'hésitent pas à me contacter directement sur les réseaux sociaux, il n'y a aucun problème. Si je vois le message, je répondrai. Mais Mhm. sinon, de réserver l'appel, c'est la meilleure façon d'avancer, de pouvoir être accompagné pour, comme je dis souvent, gagner du temps, de l'énergie et donc par conséquent de l'argent. En fait, les gens, ce qu'ils ne se rendent pas compte pour terminer, c'est que en fait, un call de 1 heure à 150 $, quand on s'expatrie déjà en termes de coût, c'est rien du tout, parce qu'une expatriation, ça va coûter de l'argent. Et si en fait, lors de ce call, je donne un bon tips, tout de suite, le call est largement amorti. Je donne un exemple qui me revient souvent en tête. J'ai des clients qui avaient voulu, avant de me contacter, avant de me connaître, qui ont monté une boîte avec un avocat. D'accord. Ils ont créé une boîte avec un avocat, ça a pris une semaine. Euh, Il y a eu un problème de langage parce qu'ils utilisaient le traducteur, ils étaient français, ils sont passés par un avocat qui était hispanique ou anglophile, je ne sais plus, peu importe, qui ne parlait pas leur langue. Et ils ont créé les statuts. Et dans les statuts, par exemple, eh ben, ils ont voulu créer la boîte en couple à deux. Et la dame n'était pas dans les statuts correctement pour pouvoir aller faire des démarches à la banque. Du Ah, coup, obligé de repayer 800 $, repayer quasiment la structure totale. Donc, du coup, tu vois, si tu dis, bah, maintenant, c'est ce que je dis, quand quelqu'un veut créer une société, je dis attention au statut, warning, on peut regarder ensemble les statuts avant mhm. de Ouais. lancer la procédure. Et tu vois, rien que ça, en fait, bah, ça peut te faire économiser. Et je pense qu'aujourd'hui, mon expérience de voyage et mon expérience professionnelle, entre les départements d'outre-mer et les pays, j'ai visité à peu près 40 pays. Je pense avoir un recul quand même suffisamment important sur le monde, même si j'apprendrai jusqu'à la mort. Et il faut être très modeste sur le savoir. Tu le sais, je pense que tu es très Euh, modeste là-dessus. On apprend chaque jour. Mais voilà, s'ils veulent être accompagnés, je me ferai un plaisir de les accompagner et je le ferai avec le cœur. Voilà. Bah super. Non, mais c'est génial parce qu'en effet, c'est pas un choix anodin, n'empêche, de s'expatrier. Et je pense que, et j'en parlais dans un podcast avec Alexandre Stachenko, justement, on parlait des Français comme ça qui s'expatrient. Et ce que disait Alexandre, c'est qu'il n'y a aucun Français qui s'expatrie sur un coup de tête. Je pense que tout le monde, au fond, est attristé de devoir le faire. Et quand on le fait, bah, faut le faire bien. Il faut le faire bien, il faut être accompagné. Et comme je sais plus qui disait ça, je crois que c'était peut-être De Gaulle quand il était en Angleterre pendant la guerre. Il disait la France, c'est là où il y a des Français, hein, tout simplement. Et c'est vrai que la chance d'avoir comme ça quelqu'un sur place comme toi qui peut aiguiller voilà, les démarches et tout, bah, c'est inestimable en fait. C'est inestimable parce que tu as un contact voilà, qui parle ta langue, qui est directement sur place, et que si jamais tu concrétises le projet d'expatriation, bah, ce contact-là deviendra peut-être un voisin, toi. Donc Tout à fait. c'est retrouver un peu de chez toi ailleurs. Donc ça, c'est important. Tout à fait, c'est exactement ça. En fait, nous, les gens, ils pourront voir sur le site internet la page service, ils vont pouvoir voir tous les services qu'on propose. On accompagne vraiment les gens pour absolument tout ce qu'ils veulent. Moi, je voulais pas me contenter d'être un commercial immobilier et vendre d'immobilier coûte que coûte. Mon idée, c'est vraiment d'avoir moins de clients en termes d'immobilier, mais de faire quelque chose qui me plaît. Et ce qui me plaît énormément, c'est le relationnel. Et quand on accompagne les gens, on les accompagne pour vraiment tout. S'ils veulent qu'on réserve un vol interne, on réserve un vol interne. S'ils veulent réserver le ferry, on réserve le ferry. S'ils veulent qu'on crée une boîte, on crée une boîte. S'ils veulent ouvrir un compte en banque, on le fait. On fait absolument tout ce qu'ils souhaitent. Et des voyages de reconnaissance aussi, que ce soit moi l'organisateur, en mode service de conciergerie, ou un partenaire qu'on a trouvé qui est très haut de gamme, qui est guide et chauffeur francophone,
qui fait des voyages extraordinaires pour découvrir le Costa Rica tout en orientant sur les points d'intérêt qui correspondent au profil. C'est vraiment pas juste du tourisme. On fait les choses de façon très organisée, de façon militaire. Ça reste dans mon sang, même si plus ça va, plus je suis détaché de tout ça. Et aujourd'hui, je suis vraiment en paix avec ça. J'ai pas fait le deuil de la France, mais quasiment. Je pense que je suis d'accord avec ça sur beaucoup de points, et sur celui-ci en particulier. Comment dire, la, la France doit se reconstruire à l'étranger, et ce sera des points, comme je dirais, des points de sauvegarde pour sauvegarder notre identité, sauvegarder nos valeurs, nos qualités, et pouvoir se reconnecter un jour peut-être si c'est possible. Ouais, les diaspora 2.0, quoi. Ça, Ouais, c'est c'est un un peu monde. ça. Ouais, c'est un peu ça. C'est un monde nouveau qui va émerger et on est au tout début, donc on ne sait pas la forme que ça prendra dans 15, 20, 30 ans, toi, mais c'est intéressant quand même d'avoir comme ça, ouais, des profils comme toi, comme Science, qui en parlent dès maintenant parce que c'est ce qui va arriver. Ça commence déjà à se mettre en place C'est ça. et C'est c'est ça. intéressant, quoi. La grande fragmentation du monde. Tout à fait. Et pour terminer, tu vois, je dirais que je rajouterais que j'anime un club, le Club France International, qu'on vient de lancer récemment au Costa Rica, qui Ok. est le dirigeant principal, c'est Marc Guyon. Peut-être qu'un jour, ça pourrait être l'occasion de l'inviter dans une de tes émissions. C'est quelqu'un de formidable. Et voilà, on essaie de travailler avec le réseau francophone international sur l'accompagnement, le business, etc., pour vraiment s'entraider, s'interconnecter et faire en sorte de réussir, parce que la clé, c'est ça, c'est de réussir son expatriation, de réussir sa vie, de réussir Euh, son business et d'être heureux. C'est vraiment ça le point. Et aujourd'hui, les gens en France ne sont plus heureux, donc je leur lance un message: bougez-vous, bougez-vous et faites en sorte de tendre vers la lumière, vraiment, parce que on n'a qu'une vie et le temps passe très vite. Superbe mot de la fin. On n'a qu'une vie, et le temps passe très très vite. Il faut être heureux et il faut aussi penser bah, à ses enfants. Et que Totalement. c'est eux qui vont nous suivre. Bah écoute Ben, très très beau mot de la fin. Je te remercie encore d'avoir pris le temps de répondre à cet appel pour qu'on échange là-dessus parce que ça, on en parle souvent dans le milieu bitcoiner, justement, l'expatriation. Est-ce qu'il faut rester sur place? Est-ce qu'il faut s'expatrier? Si on s'expatrie, où est-ce qu'on va? Et bah, là, une destination qui est intéressante, c'est forcément le Costa Rica. Donc, pour ceux qui écoutent, hein, Ben est disponible pour vous. Merci beaucoup. Très belle Merci à journée à toi. tous. Ouais, à plus, hein.